Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Salut! Allô? Hey! Cette semaine, on a un invité, Antoine Frenette. Ouais, enchanté. Merci de me recevoir, les boys. Un ami de longue date, quand même. Ben oui. Ah oui, c'est ça, là, quand même. On se voit moins ces temps-ci, là, mais on se connaît depuis maintenant, 7 ans, je pense, depuis le cégep, là. Ça fait un bout, là. Ouais, ça fait un petit bout, quand même. 2014. 2014. Ah, c'est exact. Fait que ça fait 7 ans qu'on Ouais. est confinés. Ça fait 7 ans, ouais. Ben, on a une passion commune. Ouais, qui est le sujet du podcast. En cas de la marche à pied, je parle du cinéma. Ben, exact. Hey! Non, je trouve ça bien cool, ce que vous faites, là, le petit podcast, là. J'ai regardé de temps en temps ce que vous faisiez, fait que je suis bien content de participer un petit peu à votre projet aujourd'hui. Ouais, ben c'est intéressant de te recevoir. On sait que tu as quand même une grande diversité. Passion. Une grande passion, ouais, mais j'allais dire une grande diversité dans tes visionnements. Je sais que tu aimes pas mal de tout, là, plus pas plus, mettons, hollywoodien, puis pas plus indépendant non plus. Là. Non, c'est ça, tu sais, des fois, on a le réflexe de penser que parce que tu t'intéresses à un cinéma indépendant, tu deviens un peu élitiste, mais honnêtement, c'est juste la... Ben, Benz. Hey. Ça va, les films que j'ai regardés cette semaine, il n'y a quasiment rien d'indépendant. Ah, c'est ça, tu sais, tu peux aimer tout, là, puis c'est bien correct, là, il n'y a pas d'élite de films, là, tu sais, il y en a pour tous les goûts, puis de tous les genres, puis ça dépend de ce que tu as envie de regarder, là, tu sais. Il y a Ben du ouais. bon dans tout. Hein. C'est ça, exact. Un bon film, c'est un bon film, hein. Tout est dans tout et tout est dans rien. Tu m'enlèves les mots de bouche. Ben, je vais briser la glace, si vous voulez, Ah ouais, donc. avec un gros segment que j'ai très hâte de vous jaser, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu ces films-là, mais je voulais vous parler d'un triple shot que je me suis fait cette semaine. 3 films. Trois films qui parlent du même concept. Dans le fond, le film d'origine, The Invisible Man, de 1933. C'est le premier film qui met en vedette justement ce personnage-là iconique de l'homme invisible, qui a eu maintes et maintes reprises avec les années. Là. Il y a eu plusieurs suites d'ailleurs. Il y a eu La femme invisible aussi. Puis j'ai regardé dans le fond celui-là, plus 2 films qui ont fait un remake, un reboot ou complètement un autre film différent, mais avec le même concept. Donc, je parle de L'homme sans ombre, The Hollow Man, qui a été fait en 2001, si je ne me trompe pas, qui met en vedette Kevin Bacon. Aussi, Josh Brolin, un jeune Josh Brolin qui est devenu populaire aujourd'hui, là, avec justement ses gros rôles, là, comme dans Inherent Vice, qui a fait connaître un petit peu plus les gens, là, son style aussi, Sicario. Ouais, puis Avengers, à cette heure. Ouais, les Avengers aussi, mais ils ne voient pas la gueule. Non, c'est ça. C'est quoi déjà le nom du bonhomme, là? Thanos. Ouais, c'est ça, Thanos. Mais il a fait aussi Cable dans Deadpool 2. Fait que là, il y a comme 2 rôles. Mais là, c'était Deadpool pour la 20th Century Fox qui est rendu à Disney, mais que là, ils vont peut-être joindre Deadpool dans les Avengers. En tout cas, on va voir ça plus tard, Hans. Mais en passant, Hans, c'est le surnom d'Antoine. Pour que les gens sachent à qui je parle quand je dis Hans. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'est ça, c'est un de ses premiers, ben, même s'il a joué dans les Goonies, là, Josh Brolin, mais c'est quand même un de ses premiers grands rôles qu'il a eu dans les dernières décennies, là, dans The Hollow Man. Il y avait quand même un rôle principal avec Elizabeth Shue. Puis, j'ai aussi regardé L'homme invisible de 2020. Donc, la dernière version avec de Elisabeth Moss. cette œuvre qui a été faite. Pardon, Benz? Avec Elisabeth Moss. Oui, celle-ci. Si vous voulez, je peux commencer par le film original. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. Bon, j'ai rien vu des 3. Ouais, je vais te donner moi non plus, mais peut-être que le public aussi n'aura pas vu grand-chose, fait que tant mieux, on va peut-être pouvoir te poser des questions de
Ben oui. Par rapport au sujet, puis ça va être intéressant que tu nous en parles, justement. Ben oui, ben comme vous le savez, je suis un grand fan des films de monstres de Universal, justement, des films originels là, de 1930, Dracula, Frankenstein, j'aime tout ça. Puis L'Homme invisible, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'ils ont tellement bien situé l'action. Il y a des films comme, admettons, The Bride of Frankenstein. Je trouve que c'est long des fois. C'est comme, c'est bon, là, je veux dire, c'est un classique, mais je trouve que c'est comme redondant avec les autres films qu'on a eus. Ben, c'est aussi le concept dans toutes les suites de ces films-là. Là, il y a je sais pas combien Frankenstein puis de Dracula, mais c'est sûr que le premier de chacun est toujours le meilleur. Là, comme aujourd'hui, c'est aussi ça un peu. Là, les suites sont toujours un peu moins bonnes. C'est comme les King Kong, puis... Ouais, ben c'est ça, le premier King Kong est écœurant, c'est sûr que là, avec les années, les effets spéciaux rendent ça un petit peu plus spectaculaire, mais il faut attendre, je pense, quelques décennies avant de replonger là-dedans. Puis avec L'Homme invisible, je trouve que, c'est sûr, il y a eu d'autres suites, comme je vous dis, là, dans les années 40, ils ont fait La Femme invisible, ça revient tout le temps au même, mais avec les années, dans L'Homme sans ombre, qui est une reprise de L'Homme invisible, pour les effets spéciaux du temps, on se rappelle de Star Wars, mettons, épisode 1, La menace fantôme, il a été vraiment solidement critiqué. Même la suite à Attack of Clones, ils ont été critiqués au bout pour les effets spéciaux un peu trop rocambolesques, si je peux dire. C'était vraiment fait à l'ordinateur. Ben, L'Homme sans ombre de 2001. Oui, qu'est-ce que tu as dit, Han? Ah, j'ai juste dit OK. OK! OK! Ben non, on jase. Puis L'Homme sans ombre de 2001, c'est fait à l'ordi, ça se remarque, mais c'est vraiment bien fait parce que dans le fond, l'histoire de L'Homme sans ombre, qui se dissocie un peu du film original. Dans le fond, pour vous mettre en contexte, le film original, c'est un scientifique qui s'est rendu invisible, donc l'homme invisible. Puis là, il cherche un moyen de se retransformer comme pour être visible, mais il est incapable. Puis là, ça le rend fou un peu, mais il commence à prendre goût à faire des jokes, mettons, aux gens en étant invisible. Il peut être ni vu ni connu, puis là, il prend goût au meurtre. Fait qu'il devient comme un tueur en série, si tu veux, d'un petit village. Fait que là, il est très c'est-tu plus comme dans le genre de l'horreur, ce film-là, ou c'est ouais, de la c'est vraiment... comédie? C'est-tu dans un créneau particulier? Ben, je pense pas qu'ils ont voulu aller dans la comédie, parce qu'il fait partie de si tu veux, de la franchise des monstres de Universal. Tu sais, un genre de série peut-être? Universal avec tous les monstres, Dracula, Frankenstein, le loup-garou. Il fait vraiment partie de cette franchise-là. Okay. Donc, on le catégorise en monstre, mais c'est un homme quand même. Il peut mourir comme tout homme, là. Mais il devient un tueur en série, si tu veux, parce que c'est comme l'homme invisible qui est recherché dans tout le village. Il tue des gens. Mais rendu aujourd'hui, ça devient drôle aussi. Là, tu le vois, mettons, courir, mais juste en pantalon pour faire peur aux gens. Fait que, tu vois juste un pantalon comme sauter. Ben, je trouve tellement que les effets pour l'époque, là, les effets spéciaux, ils étaient vraiment bons. Là. Quand il est vraiment invisible, là, il enlève son bandage. Puis là, tu te dis, OK, comment ils ont fait ça? Là, tu regardes, mettons, les special features là, du film. Puis tu remarques que c'est vraiment tous des décors qu'ils ont fait pour, admettons, montrer que c'était quelqu'un qui était là. Bon, c'est sûr, il y a des images aussi synthétisées là, pour dans le temps, là. Mais non, c'est vraiment incroyable, je trouve, comment ils ont construit l'esthétique du film puis les effets spéciaux. C'est les premiers effets spéciaux, dans le fond, qui ont été faits. Fait que c'est vraiment génial. Là, avec c'est sûr, quand tu regardes un film de monstres comme Dracula puis Frankenstein, c'est ça qui compte aussi. C'est les maquillages, c'est les décors, c'est l'ambiance dans laquelle le film te plonge. Pis... Ah ouais. Dans le temps, il fallait être créatif aussi, là, parce qu'il n'y avait pas les moyens aujourd'hui. Mais c'est drôle comment ça l'a... Dès que le cinéma est apparu, là, à toutes les époques, il y a tout le temps eu des tentatives d'effets spéciaux, tout le temps avec les moyens de l'époque, mais ça fait vraiment partie du... c'est Georges Méliès. Ben exact, tu pars déjà des premiers avec Méliès. Ben ouais.
s'amusait à créer des effets pour faire gonfler sa tête, mettons, tu sais. Ouais, c'est un crétin de malade, Méliès, OK? Non, c'est ça, mais c'est fou, je trouve, de voir que le cinéma, à la base, n'aurait pu ne pas être ça, mais il y a tout le temps eu cette espèce de Ah désir ouais. de faire un peu de la magie, tu sais. Encore aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, en fait. Ouais. Mais tu sais, justement, Georges Méliès, tu sais, c'est un des pionniers, tu sais, des effets spéciaux, des maquillages un peu controversés, je dirais, là, mais tu sais, Ah ouais? rendu aujourd'hui, c'est une figure comme paternelle des effets spéciaux, tu sais. Puis on veut toujours pousser plus loin. C'est ça, comme vous dites. Tu sais, c'est ça aussi qui est intéressant de voir dans les 3 films de l'Homme invisible dont je vous parle, là, parce que tu voulais-tu dire de quoi, Ben? J'étais ça un peu comme ça. Parce que j'ai comme quelque chose dans la tête, là. Je veux juste faire ça, là. La Ouais, magie du vas-y. montage. Ah oui? Pas de nous autres, là, mais... Ouais, faut que tu l'expliques. C'est une référence. C'est une référence à nos années de cégep. Mais je n'irai pas dans les détails, mais On le salue c'était. s'il nous écoute en ce moment. Ouais, c'est un petit clin d'œil à Tommy qui s'appelait, qui avait fait un autoportrait, qui créait la magie du montage, puis il a fait un petit claquement de doigts avant de disparaître. C'est quand même drôle parce que ça marque bien nos débuts au cégep parce que on s'amuse à faire ces petits effets-là, tu sais, parce qu'on est tous un peu débutants, tu sais, puis c'est drôle. Ouais, ben, c'est ça aussi, les effets spéciaux. C'est surprenant. Exact, c'est l'effet de surprise. Très bon clin d'œil, Ben. Ouais, très pertinent. Donc, où je voulais en venir avec tout ça, c'est que l'évolution du CGI ou des effets spéciaux, ça se voit très bien aussi avec les trois films qui se sont faits à 3 décennies complètement différentes. The Hollow Man, qui a été fait en 2001, tu vois que c'est fait à l'ordi. Aujourd'hui, on se dit, hey, c'est mal fait. Mais c'est pas mal fait parce que moi, quand j'étais jeune, je tripais sur ce film-là. Puis c'était vraiment. Je trouvais ça beau à voir. C'était le fun. Parce que dans le fond, ils ont mis aussi ils ont créé un scénario, un concept, dans le fond, pour faire en sorte de pouvoir mettre encore plus d'effets spéciaux dans le thème de l'invisible, si tu veux, de rendre invisible, parce que le scénario est quand même différent du premier. C'est une équipe de scientifiques qui travaille sur un projet secret commandé par l'armée américaine. Fait qu'ils sont comme dans un laboratoire sous terre, c'est vraiment caché tout. Puis c'est une toute petite équipe de scientifiques. Il y a Kevin Bacon qui est comme à la tête un peu de ça, avec Josh Brolin, comme je disais, puis Elizabeth Shue. C'est comme les trois personnages principaux du film qui sont comme les directeurs, si tu veux, là, de l'équipe scientifique. Puis dans le fond, là, leur but, c'est de pouvoir rendre des êtres humains invisibles. C'est comme une arme qu'ils veulent créer pour les soldats. Puis ils testent sur des animaux au départ. Fait que, direct en partant, le film te plonge dans cet effet spécial-là du invisible en rendant, mettons, un gorille, exemple, invisible. Fait que là, tu le vois tout devenir invisible. Ouais, vas-y, Ben. Mais tu sais, ce film-là, c'était-tu l'intention de faire un remake, un peu un reboot du film original, ou c'était juste un add-on, c'est un peu la même chose? Sincèrement, je ne sais pas la vérité, mais c'est clairement pour faire un reboot. Parce que c'est exactement la même chose, dans le fond, sans vous spoiler trop le film. Un des personnages principaux va utiliser cette expérience-là sur lui pour devenir invisible. Puis le processus de se remettre visible ne marchera pas. Fait que là, il va comme commencer à capoter. Puis au final, ben là, il va prendre goût un peu, comme dans le film original, il va prendre goût à être invisible, à faire peur aux gens, à aller. C'est voyeur un peu aussi. Ça va voir sa voisine se déshabiller, aller dans la douche. C'est un peu coquin. Mais c'est ce qui rend aussi le personnage encore plus près du personnage original, dans le film original. Parce qu'au final, il va prendre goût à la domination, si tu veux, puis il va devenir tueur. Là. Ouais. Sans vouloir vous spoiler le film. Ah, c'est correct. À un moment donné, après les années, ça a été fait en quelle année, ça? 2001, je pense, c'est ça? En 2000? 2001. En 2001, c'est correct, je pense, de spoiler. Là, à un moment donné, on a eu le temps de faire là. Ben, voulez-vous que je vous dise, c'est qui est invisible? C'est pas Josh Brolin? C'est pas Josh Brolin. OK. Bacon? Ouais, c'est Bacon. Ah, OK.
Non, j'ai spoilé le film! Non, mais anyway, tout le monde l'a vu, ce film-là. Ben, pas moi, là, mais. En même temps, Non, faut mais pas capoter non plus avec des spoilers. Là. Les gens capotent des fois. bon, ouais, non, c'est Tu peux ça. très bien regarder un film en sachant ce qui va se passer puis l'apprécier pareil. Ouais. Ben, j'essaie, tu sais, moi, en faisant le podcast, en revisionnant les podcasts que j'ai faits, c'est sûr, il y a une chose que je me dis, tu sais, faudrait genre moins dans les spoilers, parce que des fois, des fois, on parle du film en long et en large, puis là, tu spoil un peu tout. Moi, c'est parce que je me mets à la place des gens, tu sais, j'aimerais pas ça, mettons, me faire. Mais c'est vrai que, tu sais, ça fait tellement d'années qu'il est sorti que, tu sais, t'as juste à le voir, le film, Tabarnak. Ben, c'est ça. Puis, en tout cas, parce que moi, je suis en train de voir de quoi je veux parler, puis je me dis, c'est un podcast de genres de films que le monde a déjà vu, puis que tu peux maintenant amener un nouveau regard dessus. Bon, on s'entend, si tu jases de Taxi Driver, tu peux jaser de la fin de Taxi Driver, qu'est-ce que c'est vrai ou pas. Tout le monde sait c'est quoi. On va l'aborder tantôt parce que je pensais que j'en parlais de Taxi Driver. C'est ça. On s'en fout. De toute façon, c'est pas un spoiler que Kevin Bacon soit l'homme invisible. C'est la tête d'affiche. Ouais, c'est ça. C'était comme. J'ai pas vu le film, puis je l'ai comme deviné. Fait que c'est pas un gros spoiler. C'est ça. Mais je trouve sa présence, Kevin Bacon, je veux dire, c'est un Christy d'acteur. Fait que sa présence en tant que l'homme invisible était quand même très, très appréciée. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup, puis que je vous conseille à voir aussi. C'est sûr, c'est hollywoodien, c'est cliché un peu, mais c'est très bon pour l'époque. Puis aussi pour les effets spéciaux sont encore très bons. Moi, je capote à tout voir. Parce que quand il rend invisible, tu vois tout, mettons, la décomposition de son squelette, puis genre tous les organes, mettons, à l'intérieur, tu les vois tous, genre, visuellement. Là. Okay. Je trouve ça quand même intéressant parce que c'est un peu un clin d'œil aussi au film original. Parce que dans le film original, à un moment donné, tu vois vraiment tout le crâne de l'homme invisible. Là. C'est quand même bien fait, là, aussi. Mais là où il y a un anguille sous roche, vas-y donc. C'est dans la dernière adaptation qu'ils ont fait. En 2013, c'est ça? C'est assez récent. Oui, c'est juste avant, là, y a-t-il une vibe un peu Cronenberg dans ces films-là, un peu? De quoi? De Cronenberg, un peu la transformation, puis tu sais, comme The Fly, puis des affaires comme ça, là. Tu veux dire dans le film original ou dans le... tu sais, quand tu parles de Hollow Man, on dirait que je vois un peu The Fly, mais... c'est très différent. C'est vraiment pas la vibe de Cronenberg. Je te dirais, c'est plus axé sur le spectaculaire que sur l'étrangeté, que sur l'effet mystérieux, si tu veux, de la transformation. Tu sais, on a souvent parlé de Cronenberg dans le podcast, puis ce qui revient, c'est toujours comme son obsession pour la mutation, si on veut, là, pour tout ce qui est organique. Mais dans ce film-là, c'est vraiment juste un effet spectaculaire, je pense, qu'ils ont voulu faire dans l'effet spéciaux. Vu que c'était comme le CGI était développé assez en 2000 pour pouvoir faire ça. C'est comme me présenter vraiment tout ce que l'être humain est à l'intérieur. Ben, je pense que c'était vraiment juste spectaculaire. Un enfant comme moi de 10 ans capotait, genre ah! Mais ouais, ça a répondu à ta question, Ben? Oh ouais. OK, merci. Mais ce que je disais, par rapport au dernier Homme Invisible, les critiques étaient un peu mitigées, mais il y a quand même eu de très bonnes critiques, là, je pense qu'il est Fresh Tomatoes, sur Rotten Tomatoes. On va aller voir. Mais, c'est sûr, là, moi, je trouve ça dommage parce que, bon, comme je vous ai dit, je suis un amateur des monstres de Universal. Puis, j'étais vraiment excité par si tu veux, le concept que Universal avait commencé avec le remake de La Momie, qui a vraiment pas marché là, avec Tom Cruise. Puis, tu sais, c'était décevant aussi comme film, là, je peux l'admettre. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'il aurait gagné à aller dans une autre direction, un petit peu plus horreur. Là. Mais tout de même, Universal avait débuté comme une franchise un peu à la Avengers, mais de monstres. Puis j'aurais aimé ça comme voir l'homme invisible qu'il était censé faire au départ. C'était censé... Ben, les rumeurs allaient bon sens, là, avec Johnny Depp dans le rôle de l'homme invisible. Puis c'était vraiment censé être une reprise
du film original. Un peu comme La Momie a fait, mais ils ont changé pas mal dans le fond, La Momie, à la place d'être un homme, ben là, c'était une femme, puis elle cherchait un homme pour procréer. Mais dans L'Homme invisible, selon le synopsis que j'avais lu pour le film avec Johnny Depp, c'était vraiment comme semblable au premier, puis c'était vraiment comme un remake, là, mais là, à cause des mauvaises critiques de La Momie, ils ont décidé de... Puis les allégations aussi avec Johnny Depp, des fausses allégations. Ah ouais, ça a été démenti, ça? Ben, Non, c'est Joe qui l'a démenti, c'est pas les gens. Ah, ok. Je sais pas, mais allégation ou non, c'est Jack Sparrow. Ouais, en tout cas. Je sais pas c'est quoi les dernières nouvelles là-dessus, là, mais... Ouais, je sais pas, mais il me semble qu'il était quitté, ouais. Comme James Franco, il était quitté. Je sais pas, ça, moi, c'est... Il a jamais fait ça. Non, mais tout ça pour dire que finalement, ils ont remanié complètement un nouveau scénario. C'est très différent du film original. En fait, sans vouloir spoiler, je dirais pas que c'est L'Homme invisible. Tu sais, dans le fond, c'est complètement autre chose. C'est plus du domaine de la science, si on veut, que de la magie, que du fantastique, avec une potion qui rend invisible. C'est sûr que dans The Hollow Man aussi, ils ont été plus dans l'aspect de la science, c'était plus scientifique. Mais dans Ouais, vas-y, Ben. Ce que tu me dis, dans le fond, c'est que tu perds l'essence de l'original, dans le fond. Oui, vraiment, parce que ça n'a plus vraiment rapport avec le personnage central n'est plus l'homme invisible. C'est rendu la femme. Bon, c'est sûr, c'est peut-être aussi pour le code moral, un peu des derniers jours, sur le féminisme, puis la femme forte qui veut être libre, là, ou peu importe. Mais là, le synopsis, c'est que c'est une femme qui est soumise par son mari, qui est violent, qui la manipule. Puis c'est elle, dans le fond, elle s'enfuit. Puis là, elle est pourchassée par un homme invisible, qui est son mari, qui est censé être mort, si on veut, là. Fait que c'est comme plus... C'est elle, le personnage central, qui va combattre le méchant, qui est l'homme invisible. C'est quand même bien. C'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont fait un switch, tu sais, qu'au début, tu étais dans le point de vue du traqueur, du prédateur. Ouais. Et là, tu es rendu dans le point de vue de la traquée, tu sais, de la victime. J'ai pas vu le film, mais c'est quand même un switch qui est intéressant pour comme réaborder un même univers, tu sais. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire, justement, ça c'est le gros point fort du film, c'est que il rentre un peu plus dans l'horreur, il rentre un peu plus dans le thrill, dans le suspense. T'sais, on est inquiet pour elle, on se demande comment elle va faire pour s'en sortir, parce que le gars, il est invisible, elle peut pas le voir, tabarnouche. Fait que, puis, c'est quand même, je veux dire, il fait des meurtres quand même, le gars, il devient quand même un tueur, là, en série. Puis, j'ai à plusieurs reprises dans le film, tu es surpris par ce qui arrive, tu fais des sauts un peu, pas de peur, mais de surpris, parce que c'est un homme invisible, il peut faire tout ce qu'il veut, puis là, ça te pète au visage. Mais je suis quand même un peu déçu par le fait qu'on n'ait pas eu, mettons, un remake en soi. Moi, j'aurais aimé ça, voir l'histoire originale avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Ça aurait été quand même débile, mais les effets spéciaux pour ce film-là sont quand même très nice. Si tu vois le special feature, comment ils ont tourné ça, puis c'est vraiment nice. Là, tu vois la fille qui est comme accrochée après des câbles, puis elle est vraiment surélevée, elle saute dans les airs. Puis... Ah non, c'était quand même très bien fait. Là. Ouais. Je vous le conseille quand même. Très bon film. Ah ouais, un jour. Mais c'est sûr, tu sais, il y a quand même comme un peu de parlage, mais tu sais, ça rajoute un peu, tu sais, l'ambiance calme, je trouve que ça rajoute un peu au thriller, tu sais, dans le sens que l'homme est invisible, il faut qu'elle soit à l'affût et tout, fait que c'est quand même aussi un combat avec soi-même, tu sais, quand tu repenses à ça. C'est quand même une bonne idée d'horreur, tu sais, à quelque part, parce que, tu sais, partout dans le film, tu sais pas si il est peut-être en arrière d'elle, tu sais. Ben, c'est ça. Ben, il y a plusieurs scènes aussi qui sont fuckées comme ça, tu penses qu'il est là, mais finalement, il est peut-être pas là, puis tu sais, c'est comme un peu impossible de savoir. Paranoïaque, tu sais, c'est fou, là. La paranoïa doit grimper, là. Ça crée des questionnements, tu sais.
Ah ouais, quel genre de questionnement ça te pose? Ben, du genre, il est-tu là ou il est pas là? Ah, ok, ouais. T'sais, on est-tu toujours seul ou on n'est jamais seul? Il y a peut-être quelqu'un derrière toi, Ben. Ah, moi, j'ai checké, en tout cas. Ben, il y a un fantôme derrière toi. Ben, c'est ça. Ah, ben oui! Phantom Thread. Nice. Phantom Thread. Fait que, ouais. Non, mais c'est ça conclut mon triple shot de cette semaine sur L'Homme Invisible. En gros, je trouve le meilleur, c'est l'original. Mais c'est sûr, si vous n'êtes pas trop film noir et blanc de monstres, je vous conseille quand même les derniers qui ont été faits parce que c'est le fun de voir les effets spéciaux évoluer. Puis les histoires changent aussi, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Mais je t'avoue, moi, ça m'intéresse surtout lui des années 30, là. Parce Ouais, que je suis pas au courant de ça, moi, de la série de Columbia, là, de la série avec les monstres, tout ça. Puis je ouais, suis curieux de Universal. voir cette époque-là, ce qui se faisait. Je t'avoue que Ouais. ça m'intéresse, Ben, moi. c'est sûr, moi, je te conseille tous les originaux, tu sais. Je te dis pas obligé d'écouter toutes les mille et une suites qu'ils ont fait après, là. Tu sais, il y en a tellement, là. Il y en Ouais, a non, plein. c'est ça, à un moment donné, reboot après Mais, reboot. tu sais, Continue. Les l'original, originaux, Dracula, ouais, Dracula, ça, c'est fun. Frankenstein, la momie, tu sais, c'est des bons films à regarder, à visionner au moins une fois dans sa vie. Tu sais, les films de Bela Lugosi, là, c'est des années 30, ça, ou c'est plus tard? Elle faisait C'est de c'est un peu plus tard. c'est plus tard. C'est après Boris Karloff un peu. Là. OK. Dans les années 40, j'imagine. 40, 50 peut-être. OK. Il Là, semble ça qu'il est va mort il depuis, y a pas Lugosi? Ben non, il est mort. Tu sais, dans Ed Wood, le film, il est mort, là. Dans le longtemps. film, c'est genre des années 60, peut-être. Ouais, les années 60. Ah non, mais je niaisais, là. Ça- Mais, Bravo. ouais, non, mais c'est ça. L'homme sans ombre, puis tout ce qui est monstre. Excellent. J'aime bien aussi la créature du Loch Ness, là. C'est du lagon noir. Très bon. Nice, non. Pour vrai, je vais vraiment checker ça. Je trouve ça super intéressant. La série Ben ouais. de Columbia. Ben, c'est pas des longs films non plus. Tu sais, c'est, admettons, L'Homme Invisible, il dure 1h12. Fait que ça s'écoute vraiment vite. Tu pourrais t'y taper tout dans une soirée. Il l'a-tu sur YouTube, tu penses? Je pense que ouais. Ouais, j'avoue, parce que ça doit être assez tough à trouver. À moins que tu fouilles sur les sites de streaming illégaux, mais je suis pas très fort là-dessus. Moi, je Ben, connais il les a peut-être sur Netflix. Non, je pense pas. pas. Les films de 1930, il n'y en a Je pas pense pas. beaucoup, je pense, Netflix. Ben, ça vaudrait la peine qu'il les mette. Et il commence, c'est le fun au bout. Là. Il commence à avoir du cinéma français des années Ouais. 60. À cause de MK2. OK, puis le cinéma québécois, Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un petit peu, Ouais, mais il pas y a tant. une petite affaire, là, mais il y en a plus sur Crave, là, s'il y en a qui sont sur Crave. Là. great. Encore là, c'est très peu. Là. C'est pas encore très présent, Ouais, mais ça s'en vient de plus en plus. Là. Parce que Crave, c'est affilié avec Super Écran aussi. Hein, fait que- Ouais, c'est ça, c'est surtout pour ça. Ouais, mais là, watch out, hein, Amazon a acheté MGM Ouais, hein, c'est fou ça. pour 8 milliards et quelques, là. Ouais. Ouais. Non, c'est ça, mais ça s'en vient de plus en plus parce que tu as H264, là, je sais pas si vous les connaissez un peu. Là. C'est une boîte à la base de distribution de court-métrage. Ouais. Ils se mettent à distribuer du long-métrage, puis ils font aussi de l'agrégation. C'est-à-dire justement de faire de la création. Ils font des bases de données de films québécois en ligne, puis ils vont. Je sais qu'ils ont des partenariats avec Apple. Fait que, normalement, de plus en plus, ils vont aussi pousser des films québécois sur les plateformes numériques. Il y a du monde qui développe ça. Fait que dans les prochaines années, on va voir popper de plus en plus. Mais c'est bon ça, parce qu'il y a plein de films québécois qui ont comme disparu un peu. Tu sais, comme Crazy, je pense, c'est à peu près pas trouvable nulle part. Là. À voir si tu l'as en DVD. Ouais, ça serait un bon candidat, là, ça marcherait. Là. Mais ça, je pense, en plus, je pense que j'en ai entendu parler. Je pense qu'on va voir ça dans pas long, Crazy. Il me semble que. That's crazy, man. Ouais. Alright, hey, voulez-vous que j'enchaîne avec mon film à moi que je veux vous parler? Ah, ben, Vas-y. si, ben ouais. Ben moi, c'est un bon vieux classique, là. C'est Taxi Driver. C'est un film que j'ai découvert au cégep avec vous autres. Non. Et depuis, c'est resté mon grand amour. C'est vraiment dans mon top 5 certain. Là, ouais. un peu pas de classement, là, mais c'est comme un vrai coup de cœur. Là. Taxi Driver, là, c'est un film qui est vraiment complet et qui est tellement connecté à son époque. Puis Scorsese, c'est Scorsese. Là, j'ai pas vu encore tous ses films, là, mais j'ai vu plusieurs de ses films. Puis à chaque fois, T'as-tu vu, c'est un maître, c'est fou. Là, c'est un maître de son art. The Irishman? Ouais. T'as-tu aimé ça?
Ouais, quand même, là, je t'avoue qu'il est un peu plus ardu que certains autres de ses films, là. Mais en même Ouais, temps, moi, il fait capoter comment ce gars-là, là, il peut il en a fait des films de 3 heures, là, mais il fait encore des films de 3 heures, puis à chaque fois, c'est tout le temps différent, c'est flyé. Hey, le ouais. gars, il a quel âge, puis il a fait genre le Loup de Wall Street il n'y a pas si longtemps, Je pense puis que 70 ans que Plus que ça, non, je c'est pense. ça, il a toujours continué de faire des nouvelles 80? propositions, puis il n'a pas peur Moi, de faire des affaires j'ai aussi. pas vu The Irishman encore, mais j'ai hâte. J'ai hâte de le voir. Ouais, ça mérite d'être vu, là. Je trouve juste ça dommage qu'il n'ait pas été au cinéma. Il l'a été, Ouais, mais limité. ouais, c'est Ouais, ça, ben, très limité. limité, bro. Ouais, ça, c'est une autre affaire là, qui est un petit peu triste. Là. Dune a passé proche aussi là, de vivre ça. Ouais, Puis ça a comme finalement, ça revirait de l'autre bord, puis il va avoir une sortie en salle, une chance, là, mais. ben ouais. Mais tu sais, je trouve ça dommage pour des films de grands auteurs. Tu sais, je veux pas non plus minimaliser le travail des nouveaux arrivants, tu sais, des films indépendants, mettons, peu importe, mais des gros films, tu sais, de grands réalisateurs comme Scorsese, ben, tu sais, comme je trouve, ça vaut la peine de distribuer dans toutes les salles. Mais c'est sûr, c'est une affaire de Netflix aussi, tu sais. Non, c'est Netflix, ça. ça Ils jette veulent, tout. tu sais, justement, d'utiliser ces gros noms-là leur permet d'attirer du monde sur leur plateforme, tu sais. Ouais, c'est Ils ça. veulent, ils veulent avoir des primeurs sur leur plateforme, c'est triste parce que, à la base, un film, c'est fait pour être vu sur grand écran. Exact! Hen! Exact! C'est pour ça que tu es ici avec nous autres. Pour ça Exact! que tu es au podcast aujourd'hui. Ben non, mais en même temps, c'est ça que je trouve que ça devient une formule le fun, tu sais, d'avoir une bonne sortie en salle. En même Ouais. temps, après, il y a beaucoup de films qui tombaient oubliés. Fait que Ben, c'est c'est génial ça. qu'après, les plateformes de streaming donnent une deuxième vie, finalement, à ces Ben films-là. ouais. Ouais, il y Ça, a ça, mais tu sais, parce que l'écoute, mettons, sur Netflix, c'est pas la même écoute que, mettons, sur un DVD aussi. Fait qu'il y a ce comparatif-là qui est à faire, puis c'est une écoute plus de consommation de hot dog, là, tu sais, mettons, quand t'es sur Netflix. Là, Les hot dogs! ben What exact, the c'est vrai. burger? Quand tu es au cinéma, tu as acheté ton billet, tu t'assois dans ton siège, puis tu as comme un Ouais. espèce de contrat avec le film. Là. Tu sais, tu vas pas, Ouais. à moins d'être Popcorn, vraiment choqué, tu vas pas sortir, tu vas pas faire pause, tu vas pas aller manger, tu es vraiment là pour le film, puis tu reçois, tu sais. Parce que quand tu es dans ton salon sur Netflix, puis tu as la manette dans tes mains, ouais. c'est toi qui as le pouvoir, tu sais. Fait que t'es comme dans une position de supériorité par rapport au film, alors qu'au cinéma, c'est le film qui est plus grand que toi. Fait que tu te laisses, Ouais. tu te laisses plus imprégner, je trouve, que quand tu es dans ton salon avec ta manette, tu sais. Mais tu sais, pour, mettons, Irishman, qui est 3 heures et quelques, tu sais, combien vous pensez qu'il y a des gens qui l'ont pas écouté au complet une shot, tu sais? Ou à faire pause parce que un moment donné, c'est long, c'est C'est vrai. ça, tu sais, c'est sûr, il y a des gens qui se sont dit, ah, on va le finir en 6 semaines, tu sais. Mais tu sais, Non, je pense qu'il y a comme une affaire qui t'a 20 dit comment l'écouter comme une série télé, là, tu sais, en épisode. Mais tu sais, c'est comme un Ouais, ben, blasphème, c'est un gros blasphème, ça. tout se calme, tu sais, c'est Ouais. comme exemple, tu sais, le Director Scott de Justice League qui est sorti, tu sais, de 4 heures. Ouais. Tu sais, les gens disaient, oh, tu peux les écouter en épisode. Mais non, tu l'écoutes en une shot, tu sais. non, c'est ça. Ben, tu sais, le film est fait de même. Fait que, si à un moment donné, Ouais, si tu as envie d'écouter le film, c'est comme une manière. Tu sais, si tu veux l'apprécier pour de vrai, c'est comme la moindre des choses, je trouve, de l'écouter ben oui, comme il est supposé être écouté. Tu sais, c'est comme. c'est ça. Ouais, c'est Mais ça. vas-y, Taxi Driver, là, vas-y. Ouais, Taxi Drivers. on va revenir à nos moutons. Là, mais non, c'est ça, Taxi Driver, à la base, ce qui est le fun, je trouve, c'est qu'il s'insère en plus vraiment bien dans l'époque dans laquelle il a été créé. Puis, Ouais, tu sais, à travers toutes les époques, le cinéma a toujours un peu fait ça. En fait, toutes les formes d'art font un peu ça, une espèce de reflet souvent dans la société dans laquelle ils sont créés. C'est normal, tu sais, l'artiste vient de là. Dans ce cas-là, c'est Scorsese qui était dans le New York des années 70, tu sais. Puis, ben, écrit par Paul Schrader aussi, évidemment. Là. Paul Schrader, petite anecdote. oh. C'est très drôle parce que c'est lui qui a écrit le film en quelques jours, je pense. Puis ça a été un énorme succès, puis ça l'a toujours fait ombre à sa carrière. J'avais déjà eu une conférence, pas une conférence, une masterclass avec Paul Schrader. Puis OK. justement, il est comme un peu victime de son succès parce qu'il a été réalisateur lui aussi. Il a fait ses propres films. Ouais, Mais on l'a toujours associé à ce scénario-là qui est écrit en quelques jours, qui est Taxi Driver, qui a été un succès phénoménal. Fait que ça l'a fait ombre finalement au reste de sa carrière. Petite anecdote. Je pense qu'il y a mais un c'est petit quand même un peu- succès. Quoi? C'est quand même un petit succès. Ouais, c'est ça, c'est un critique de succès, mais c'était comme doux amer. Là, c'est comme, Ben, il, c'est ça, il a parce été que, très fier, mais. ouais, parce que les gens aussi, ils vont associer Taxi Driver à Scorsese, ils l'associeront pas à Paul Schrader. Ben, à Schrader aussi, parce que c'est un très bon scénario, tu sais. Ouais, mais tu Les sais, gens qui vont s'intéresser un peu au film, ils vont quand même
Ouais. Mais Ou tiens, en fait, mettons, si tu t'intéresses à Paul Schrader, ils vont d'abord penser à Taxi Driver avant tout le reste, tu sais. ouais, c'est sûr. Mais tiens, mettons, je parle des cinéphiles qui sont pas, mettons, au courant de Paul, tu sais. Ils Non, vont mais dire, ah, Scorsese, c'est normal, là, c'est comme, tu sais, c'est tous des métiers un peu de c'est l'ombre, là, comme ça. ceux qui Mais sont tu de sais, montage. Ou, c'est souvent aussi le réalisateur qui gagne toutes les fleurs, tu sais, si tu veux, là. ouais. Tu sais, vu que les scénaristes sont comme moins, mettons, représentés. Tu sais, c'est sûr, il y a des exceptions, là, mais Mais ça, ouais, ça, c'est tous les films qui sont faits dans le même, hein, tu sais. ouais. C'est dur parce qu'à un moment donné, on essaie d'associer un nom, mais il faut pas oublier que c'est un travail collectif, ça, c'est sûr et certain. C'est un travail d'équipe. Exact. Bon, on revient au New York des années 70 parce que ce qui est le fun dans ces années-là, c'est que dans les années 60, il y a eu comme le gros mouvement hippie, tu sais, Beat Generation. Il y a eu comme une grosse histoire Drogue, d'espoir. alcool et sexe. Ah, exact, tu sais. Fait que là, c'était comme c'était le party aux States. Puis finalement, après ça, tu tombes dans une grosse époque de désillusion là, des années 70 parce que tu as la guerre du Vietnam qui finit plus de finir. Ouais. Les citoyens américains qui se demandent qu'est-ce qu'ils font dans cette guerre-là. Puis tu as aussi tout. Il y a eu plusieurs aussi scandales économiques là, dans ces Ouais. années-là. Des récessions. Fait que c'était vraiment une époque plus sombre, là, je dirais, là, La grande noirceur. je C'est sais pas si laid. j'irais jusque-là, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Fait qu'il y a beaucoup de cynisme et de paranoïa dans les rues de New York. Puis le personnage principal, Travis Bickle, qui est le chauffeur de taxi, Robert De il incarne Niro. un peu, il incarne ce regard-là sur le New York de ces années-là. Puis ce qui est le fun, là, moi, c'est que bon, il va y avoir des spoilers, les boys, là, on va vous dire tout ça. Non! Il faut. Il faut. Les gens là, qui écoutent, là, il va y avoir des divulgateurs, en fait, qu'on devrait dire. Là. Il faut. Mais ce que je pense qui est intéressant, c'est que je peux, en faisant ça, tu sais, décortiquer un peu le film avec un angle psychanalytique à la freudienne. Genre. Ouais. Et ça veut pas dire que le film a été pensé comme ça, mais des fois, c'est le fun de regarder avec un autre regard. Ça permet de comprendre les choses différemment. Tu sais. Ouais. Puis ce que je trouve qui ressort beaucoup dans ce film-là, c'est. Je sais pas si vous êtes familier avec le concept de l'inquiétante étrangeté de Freud. Ouais. Donc, Ben, peut-être pas, mais je peux vous l'expliquer rapido, là, pour les gens qui écoutent en même temps. Ben, tu connais pas, non? ben peut-être, mais ça me dit rien. OK. Mais peut-être que ça va t'allumer une lumière aussi. Là. C'est pas très long à expliquer, mais en fait, les grandes lignes, là, on va dire. Là. Ouais. L'inquiétante étrangeté, c'est surtout un sentiment qui est proche de la peur, de l'effroi, de l'angoisse, mais qui va naître de perceptions qui, à la base, sont liées avec le familier. Fait que ce qui t'est familier, puis qui va changer, puis qui va amener un sentiment d'inquiétude. T'sais. Puis Freud parle du fait que souvent, ça va naître de trois principales choses, ce sentiment-là. Soit d'un doute de la vie dans quelque chose qui est supposé être mort et vice-versa. Un peu comme des pantins ou des marionnettes. T'sais. Des fois, ça fait ce sentiment-là. Parce que c'est mort, mais ça a des signes de vie, parce que c'est animé. Fait que ce doute-là, des fois, peut créer le sentiment. La figure du double aussi, avec les jumeaux, ça, on peut se rappeler, mettons, d'un certain... Ennemi. Stanley Kubrick, là, classique. Là, The Shining. The Shining, là, avec les deux jumelles, tu sais. C'est ce sentiment-là, tu sais, c'est... Ouais. Parce que c'est inquiétant, mais étrangement inquiétant. Ouais. Ben, Fight Club aussi. Ouais, Fight Club, tu retrouves ça aussi. En fait, tu le retrouves dans beaucoup de films parce que c'est comme... Ouais. C'est vraiment associé justement au sentiment de peur puis d'angoisse. Ben, j'avais un de mes cours, juste une parenthèse, Hen, Boine-Gorgée. Ah oui? Un de mes derniers cours que j'ai eu en scénarisation, je ne sais pas si tu l'avais pris, Ben. C'était un cours de littérature, plus. Je me rappelle plus le nom du cours, mais c'était plate en tabarouette. Parce que c'était un cours vraiment comme de littérature, là, mais qu'il y avait dans mon choix de cours complémentaires, si tu veux. Puis mon prof, c'était un français, je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis il fallait qu'on écrive comme il y avait deux analyses à faire durant la session, OK? Un à la mi-session, puis un à la session finale, ben l'examen final. Puis la grosse analyse finale, il fallait prendre comme des choix justement de comparaison de livres et de films. Puis j'ai pris, admettons, j'ai pris le livre, j'ai pris la décision de comparer 2 livres avec 2 films. Donc j'avais pris Fight Club, puis American Psycho. Puis je parlais justement de l'inquiétante
étrangeté de Freud, parce que les deux traitent un peu de ce sujet-là. Tu sais, dans American Psycho, t'as un Patrick Bateman qui est comme une double personnalité. Il se divise un peu en deux. Tu sais, à la fin du film, tu vois comme le réel Patrick Bateman que tu vois aussi au début du film, mais pendant tout le long du film, c'est complètement une autre personne, tu sais, qui est déjantée un peu. Puis tu sais pas non plus qu'est-ce qui est vrai au final. Tu sais, quand il y a des fins comme ça, des fins à questionnement ultime, là, si on veut, là, qu'on n'a jamais de réponse, c'est ça aussi l'inquiétante étrangeté, je pense. Comme Hem disait, le sentiment d'angoisse, on est angoissé de savoir, OK, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'avais aussi parlé de Ennemi de Denis Villeneuve. Ben oui, ouais, là, tu l'as. Il parle aussi du jumeau, la double personnalité. On dit qu'on a tous un jumeau dans la vie. Ah ouais? Ben, c'est comme Mulholland Drive. Ouais, Mulholland Drive. C'est la même chose. Non, c'est un concept qui est souvent repérable. C'est pas nécessairement c'est pas nécessairement qui est pensé en amont puis que les réalisateurs voulaient absolument le mettre. C'est juste que c'est comme inhérent à notre expérience humaine, ce sentiment-là. Ça fait juste partie de la peur puis de l'angoisse. Puis finalement, comme on disait tantôt, il y avait comme 3 principales sources, selon Freud, là, de ce sentiment-là. Soit le doute sur est-ce que quelque chose est vivant, est-ce qu'il est mort. Il y avait la figure du double. Puis dernièrement, parce qu'on est dans Freud, l'anxiété de la castration. Lui aussi. Fait un peu une espèce de. On est un peu dans la masculinité, pas toxique peut-être, là, mais dans une espèce d'arrogance masculine. Non, c'est comme. En fait, pour l'instant, je pense que je vais juste dire anxiété de castration. Peut-être qu'on va le comprendre à travers le film. Puis ouais, vas-y, non. Là, je l'aime pas. T'as-tu fait des cours avec Stéphane Leclerc? T'as-tu fait un. Ouais, toi? Ah oui, absolument. Moi, c'est ça. Un gros coup de cœur. Ouais, j'ai suivi 4 cours en 6 sessions. Dès que je l'ai découvert, j'ai pas arrêté de prendre des cours avec lui. Ouais, c'était malade. D'ailleurs, si je vous parle de Taxi Driver aujourd'hui, c'est parce que c'était dans le cadre d'une analyse que j'ai faite avec lui. Fait que... c'est ça. Ben oui, j'avais fait Marie-Lou m'avait fait un deuxième essai pour l'examen final en histoire du cinéma. J'avais pris Taxi Driver. Ben oui, je me rappelle, c'est un travail de cégep qu'on avait à faire. Il fallait prendre 2 films. Moi, j'avais pris Taxi Driver puis Cléo de 5 à 7. C'était clair. Il est beau aussi. Je pense que avait corrigé mon texte. En tout cas, on s'en reparle. Vas-y, continue. C'était ça, mais on n'allait pas à Cannes. De quoi? C'était je réussissais ou bien j'allais pas à Cannes. Ah là, il fallait que tu réussisses là, à Cannes. C'est comme ça a été toute une aventure. Cannes 2016, festival. 2016, c'est ça. 2016. Fait que non, c'est ça. Puis ce qui est le fun du mélange avec Scorsese dans Taxi Driver, c'est qu'à la base, Scorsese, il est très. Il y a comme des penchants expressionnistes. Ouais, c'était malade. Il va toujours, comme dans beaucoup de ses films, là, tu vas le remarquer, là, il va tout le temps révéler la psyché du personnage par des procédés techniques ou esthétiques. Fait que, par l'univers, des fois, tu vas voir des trucs qui sont flyés, c'est pas rationnel, tu sais. Mais c'est tout le temps pour comme révéler l'intérieur de la tête d'un personnage. Fait que ça, c'est riche au bout parce qu'après, tu regardes le film, tu fais attention au montage, à la lumière, tu vas porter attention à la musique, puis tu sais que c'est tout le temps dans un but de révéler ce qui se passe dans la tête d'un personnage, même s'il parle pas, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est un outil vraiment intéressant, puis tu le retrouves dans quasiment tous ces films, je pense, honnêtement, là. Tu sais, si tu penses à Shutter Island, là, tu sais, quand il a mal à la tête, puis que t'as l'éclair qui s'abat, puis ça devient super surexposé, super lumineux. C'est pas ça la perception réelle d'un éclair, là. Mais là, t'es dans la tête du gars, là, puis là, ça éveille son traumatisme de guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Ou plus ludique, là, mettons, dans Le Loup de Wall Street, là. Puis il prend des lemons avec Jonah Hill, là. Puis que là, tu le vois, l'escalier, là, qui est énorme. Il va s'amuser à jouer là-dedans puis tomber dans les perceptions du point de vue du protagoniste. Là, ouais. Ben, il y a aussi Raging Bull. Vous connaissez ça?
Comment t'as dit ça, Joe? Reggae Bull. Raging Bull. Raging Bull. Raging Bull. Quand le taureau sauvage, OK? Comme un taureau. La traduction de tabarouette. Quand il va gagner son premier combat, là, tu vois toutes les lumières aussi s'allumer tout en même temps. Là. Ouais. C'est vrai. C'est une belle image aussi. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est tout le temps. Ouais, vas-y donc, Ben, t'avais un truc à rajouter? Mais tu sais, Taxi Driver s'inscrit dans le nouvel Hollywood, là, tu sais. Par rapport au mouvement que c'était comme des gros majors. Ben, t'allais-tu là ou tu y allais pas dans ça? Ben, non, j'y allais pas, mais j'aurais pu le dire. En fait, ça rentre dans justement ce que je décrivais dans les années 60-70. Ouais. Mais, tout finalement, ouais, vas-y donc. Ben, tu sais, comme. C'était comme des majors qui ont comme crashé, puis ça a donné la place à tous ces petits indépendants-là qui est devenu comme le gros cinéma américain, c'était rendu ça, tu sais. Ouais. Ben, est-ce que, tu sais, là, à cette heure, toutes les convergences qu'on voit, surtout avec ce qui est arrivé hier, MGM qui a été acheté, est-ce qu'on pourrait revenir à ça? Moi, je pense qu'on va revenir vers quelque chose de plus indépendant, même avec des petits cinéastes qui vont devenir majeurs comme ça, penses-tu? Je sais pas. Je sais pas. Il y a clairement des gros changements qui s'opèrent dans le système, mais tu sais, surtout, ce qui a permis au Nouvel Hollywood d'apparaître, c'est beaucoup aussi que dans les années 50, t'avais un gros âge d'or, à Hollywood, tout fonctionnait, le cash rentrait à flot. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont atteint un point où est-ce que ça marchait plus, ils n'étaient plus capables de rentrer public en salle. Puis c'est pour ça que là, ils ont commencé à se dire, bon, ben on va essayer des nouvelles affaires. T'sais. Fait que là, ils ont amené du jeune talent qui avait des nouvelles idées. Puis ça l'a mené au Nouvel Hollywood dans les années 60-70. Fait que, est-ce qu'en ce moment, ils sont en panne? Peut-être. Là, tu sens qu'ils ont de la misère à rejoindre certains publics. Là, de plus en plus, les films, les gros films à gros déploiement, c'est rendu surtout des shows de boucan. Là, la majorité du temps. Là. Fast and Furious. Mais c'est aussi très différent comme époque dans laquelle on vit en ce moment parce que on est dans une époque de changement puis de critique aussi, de l'anticulture, de la cancel culture. Là, c'est dangereux aussi pour les nouveaux venus puis les nouveaux l'évolution du cinéma. Il y a comme deux parties, ça se sépare en deux. Il y a ceux qui sont vraiment pour la cancel culture, si tu veux, puis il y a vraiment les gens qui veulent garder le cinéma en tant que art. Ben, c'est juste qu'il y a comme un gros mouvement très social. Là, c'est il y a ça. un mouvement très social. Les films deviennent beaucoup des... un peu pas des pamphlets, là, mais un peu proches. Là, comme une espèce de support pour un message social. Ouais. Ce qui est correct à certains égards, là, mais des fois, ça peut prendre trop de place. Là, mais je ne sais pas si ça va vraiment mener à l'émergence de jeunes talents. En fait, en ce moment, oui, dans les diversités culturelles, là, on donne peut-être plus de chance à ces gens-là. Fait que c'est le fun parce que on commence justement, je trouve, avec certains films à passer par-dessus une espèce. Au début, tu sentais que c'était comme on faisait des films, mettons, de diversité, on va dire, pour comme créer on est là, tu sais. Ouais. On dirait que ça s'installe de plus en plus, puis que je trouve que ces gens-là font de plus en plus des films qui sont riches à d'autres niveaux qu'au message social, tu sais. Puis ça, ben, ça devient plus normal, genre, ces films-là, à place de juste que c'est des premières, puis il faut s'assumer. Tu sais, là, c'est juste, on fait un film, puis le film est bon. C'est plus profond, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça le fun comme mouvement, je t'avoue. Mais bon, fin de la parenthèse, revenons à Taxi Driver. Taxi Driver qui, justement, en plus, est comme... a pas trop vieilli parce que, parlant de diversité culturelle et tout ça, tu sais, il y a beaucoup d'intolérance encore à notre époque, puis c'est un peu ça aussi que le film traduit, tu sais, parce que le protagoniste, Travis Bickle, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Hein. Ouais. La guerre, puis le film est beaucoup autour de ça, de son espèce c'est comme une espèce de... avec le post-trauma, tu sais, de la guerre du Vietnam, fait que ouais. il arrive, on n'a plus besoin de lui, il tombe dans son appartement tout seul, mais il se sent encore comme s'il fallait qu'il sauve le monde, tu sais. Mm-hmm. Pour lui, là, quand il se promène dans les rues de New York la nuit, là, mettons, c'est beaucoup autour des Afro-Américains là, dans ces années-là. Mais Ouais. j'ai l'impression que c'est eux le problème de la société, tu sais. Il se met à faire une obsession sur ce groupe ethnique-là. Puis, mais c'est de la folie, tu sais, parce que le personnage de Travis est dépeint comme un fou, tu sais. Ouais.
à travers le film. Je suis malade. Non, c'est ça. Puis Scorsese, ce qui est le fun, c'est justement qu'il va le montrer, mais par des procédés plus subtils que de dire qu'il est fou par genre de la bouche d'un psychologue, on va dire. T'sais. Ouais. Justement, il utilise, mettons, des effets expressionnistes. Pour vous donner juste un petit exemple, mettons, là. Dès le début du film, t'as Travis qui va marcher sur le trottoir, on le voit de loin. Puis il y a des jump cuts de lui qui marchent de plus en plus proches, mais il y a des coupes dans le temps, dans un même plan, tu sais. Puis les jump cuts, on voyait pas ça, là. Pour Ben, c'est pour revenir à ce qu'on voyait avant à Hollywood, dans l'âge d'or des années 50, là. Tu voyais jamais ça, les jump cuts, parce que c'était... Tu brisais la convention, puis tu brisais la continuité narrative, tu sais, visuelle. C'était trop fucké. Non, c'est ça. Puis ben là, Scorsese, il va l'utiliser, mais tu sais, pour montrer justement... ça, c'est en plus, c'est au début du film, ça fait juste un espèce d'effet de malaise. Ouais. Tu commences à comprendre qu'il y a des trous dans la tête de Travis, parce qu'au début, il marche, puis là, il y a le jump cut, tu es dans le même plan, puis il est en train de boire dans un papier brun de l'alcool. Fait que Ouais. tu en perds des bouts déjà dès le début, tu sais. Un peu comme les inserts d'images dans Fight Club. Ouais, ben ça aussi, dans le sens... C'est un effet un peu pour montrer que c'est peut-être pas réel. Il est peut-être pas bien dans sa tête. Non, c'est ça. Puis mettons... attends, je regarde un peu mes petites notes, là. Fait que non, c'est ça, mais il dépeint comme un fou, puis t'as la musique aussi, là, je sais pas si vous vous rappelez, là, les gars, dans ce film-là, qui est incroyable, parce que... Je vais vous faire écouter juste le début, là. OK. Bernard Herrmann. Mais n'est pas trop parce qu'on va se faire barrer, sinon... Ouais, souvent, il nous barre. Ok, m'arrêtez là. C'était écœurant! En gros, si vous avez entendu, là, ça fait comme une espèce de montée de percussion, là. Ouais. Boum, 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 qui monte, puis ça s'abat avec des cuivres, finalement. Ouais, c'est un Des peu retombées. Puis ça, ce qui est le fun avec ça, parce que Bernard Herrmann a fait un job incroyable comme compositeur sur ce film-là, c'est justement un cycle d'une montée de tension qui est résolue, qui va s'effondrer, mais c'est tout le temps un cycle, fait que ça revient tout le temps. Tu as les percussions qui montent, tu as les cuivres qui les abattent, et là, un peu après, tu as les tambours qui remontent, les cuivres qui les abattent. Fait que Travis, tu sens aussi qu'il est tout le temps dans cet esprit-là d'une colère qui monte en lui, puis qu'il fasse quelque chose pour la dégager, qu'elle sorte de lui. Mais elle va toujours remonter, c'est son tempérament. Puis de plus en plus que le film va avancer, de plus en plus il va être aliéné finalement par la société dans laquelle il vit. On touche un peu à des thématiques. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont comparé aussi le dernier Joker avec Joaquin Phoenix avec Taxi Driver, parce qu'on est un peu dans les mêmes zones pour les gens qui l'auront vu. Dans le dernier podcast, justement, on en a parlé un peu. Ah ouais? Vas-y, Ben. As-tu vu You Were Never Really Here de Lynn Ramsey? Non. Avec Joaquin Phoenix. Avec Joaquin Phoenix aussi, c'est meilleur que Joker. Ça ressemble au Joker aussi. Là. Ah ouais? C'est quasiment la même chose que Taxi Driver, avec comme d'autres, différemment un peu, là, mais c'était écœurant. Vois ça, là. Écoute ça, c'était écœurant. Ok, ouais, ben ouais, certain. Parce que j'aime bien, en fait, qui n'aime pas Phoenix, c'est un acteur incroyable. Ouais, il va être à Montréal. Ouais, c'était... je sais pas quel film il tourne. Regarde, attends, je vais te le montrer. Ceux qui savent pas, là, de juin à octobre, Joaquin Phoenix va être à Montréal pour le prochain film. Regarde, c'est ça, Ham. Ouais, mais ça, en fait, j'avais déjà entendu parler du film. Là. J'avais vu la promo quand il était sorti, mais je l'ai pas vu. Très, 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 très bon. Là. Ok, cool. Pas vu non plus, regarder certains, c'est sûr et certain. Ça ressemble à Taxi Driver. Ben, tu m'en parles souvent. C'est ça. C'est... right. Mais je voulais dire aussi un truc. Je m'en rappelle plus. Alright, ben check. Je vais continuer avec l'inquiétant d'étrangeté, mais dans le film, parce que tu sais, je vais prendre un peu de ce qu'il a créé, mais dans le film, ce qui est le fun, c'est justement que ça va alimenter la folie du personnage principal. Puis on la voit apparaître dans plusieurs endroits, là, notamment je pense que c'est vers le milieu du film que Travis il va faire son premier meurtre, comme un peu en justicier dans un dépanneur. Ouais. C'est un Afro-Américain qui va rentrer puis qui va essayer de voler le caissier.
Puis là, Travis, il va l'abattre, puis justement, il tombe à terre, il est mort, entre guillemets, mais il a encore les yeux qui shake. Puis t'as le caissier en arrière qui demande il est-tu mort, il est-tu mort, tu sais. Puis encore Ouais. les yeux qui shake. Fait que ça, tu touches déjà à la première composante qu'on a parlé tantôt, du doute sur l'élément qui est, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant. Fait que déjà, ça amène justement une insécurité, puis le sentiment dont on a parlé d'inquiétante étrangeté. Mhm. Puis après ça, plus tard, ben, il y a la fameuse scène de Are You Talking to Me? Qui a été Ouais. une scène improvisée d'ailleurs, qui est devenue iconique, qui a été reprise de nombreuses fois. Mais justement, là, tu touches à la figure du double parce que des fois, tu n'es pas sûr si tu es en train de regarder dans le miroir, est-ce que tu es en train de regarder Travis ou son reflet. Fait que là, commence à naître la figure du double là, au sein de Travis Bickle, puis c'est justement aussi un signe de folie à ce moment-là, de sentir Ouais. qu'il commence à se séparer un peu de lui-même, là, puis qu'il y a comme une force en lui double qui prend de plus en plus de place, puis qui est celle de la colère puis du meurtre qui s'en vient. Là, Ouais. puis c'est ça, tu sais, ce qui est intéressant ici, c'est que... Et là aussi, il me semble qu'il se fait le mohawk. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était vraiment dans ce même moment-là. Là aussi, tu sais, ça transforme. On a une transformation du personnage qui le dissocie aussi de celui qu'on le connaît depuis le début, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça aussi, il est intéressant. Puis finalement, de manière plus générale, l'inquiétante étrangeté, elle apparaît aussi parce que Scorsese il a filmé les rues de New York assez de manière un peu, pas documentaire, là, mais à certains égards, oui. Des fois, là, ça semble très C'est des vraies réaliste. rues, c'est ça. C'est des vraies rues de New York, puis il est dans la rue, puis Des je pense vraies que c'est des vrais rues, gens. Là, tu sais. c'est des vrais gens, exactement. Fait que, Il est vraiment en char. il est vraiment un char. Fait que t'as le côté réaliste, Ouais. qui est le côté familier, parce que les gens de New York, ou qui ont côtoyé New York dans ces années-là, reconnaissent leur ville, mais avec le taxi déambulant, puis la vapeur qui monte des égouts, il y a ce côté-là un peu ténébreux. Puis là, tu touches exactement à l'inquiétante étrangeté parce que ce sont les rues que tu connais, les gens que tu connais. La Mais noirceur. il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis ça, c'est le point de vue de Travis sur sa ville. Puis Travis va de plus en plus penser qu'il est le sauveur de cette ville-là. Hmm. Il va essayer d'assassiner à un moment donné un candidat à la mairie, puis ça ne fonctionnera pas parce qu'il est repéré par les agents de sécurité. Puis ça, c'est intéressant par rapport à la fin, justement, parce que quand on approche de la fin, Travis, à un moment donné, avec toute la colère qu'il a en lui, qui pompe depuis le début, puis l'aliénation qu'il vit par rapport à la société dans laquelle il vit, puis les rejets, ses problèmes relationnels, tout ça va s'empiler pour être finalement échappé. Là, à un moment donné, la vapeur a sauté la soupape. Puis il va tuer des proxénètes pour sauver une jeune prostituée qui était la jeune Jodie Foster dans le temps. Jodie Foster! 14 ans. Ouais, c'est ça, elle était vraiment toute jeune. 14 ans, toutes ses dents, prostituée. Ouais, ça, c'était rough un peu. mais non, c'est ça. Puis ce qui est fascinant ici, parce qu'on va se mettre à parler de la fin, là, je sais que c'est. J'ai hâte d'entendre vos opinions là-dessus. Je sais que c'est controversé. Ben, pas controversé, mais qu'il y a des débats là-dessus. C'est que quand il tue à la fin, finalement, les proxénètes, il est dépeint Harvey de Keitel. manière héroïque par les médias parce qu'il était le sauveur. Ouais, c'est vrai, c'est Harvey Keitel qui jouait qui était jeune aussi, dans ses débuts. Puis, fait que non, c'est ça. Fait que finalement, Travis, malgré toute sa folie, puis malgré que c'est un meurtrier, et apparaît finalement comme un héros. Un justicier. Dans les journaux, ouais, un justicier. Puis, à quelque part, tout est bien qui finit bien. Mais si on se fie déjà à la musique de Herman, puis le côté du cycle, on sait que c'est juste temporaire, puis qu'il risque de ressurgir à un moment donné la colère, puis à nouveau, il va tuer, puis qui sait ce qu'il adviendra cette fois-ci. Mais je suis de vous entendre sur la fin, parce qu'en fait, ce qui trouble beaucoup de gens, c'est qu'après le meurtre, après justement qu'il ait tout évacué sa colère du moment, il est justement dépeint comme un héros, puis là, il va mettre des coupures de journaux dans son appartement, puis il est fier, puis il a le sourire pour une des premières fois du film, tu sais, il sourit, il a l'air léger. Il y a son ancienne copine qui vient le voir dans le taxi, puis ça semble être paisible, leur relation. Fait qu'il y en a beaucoup qui voyaient ça comme une espèce de rêve, puis qui se demandaient si finalement il n'était pas mort dans la tuerie.
Fait que vous, c'est quoi pour le fun de votre position là-dessus? Je sais pas si vous y avez pensé déjà avant. Il est mort. Il est mort. Ben, tu sais, c'est aussi. Tu sais, juste avant que tu continues, Ben, c'est aussi un peu une fin comme on a eu avec le Joker, que là, on se demande, OK, es-tu mort ou. Tu sais, parce que à la fin du Joker, il court, tu sais, dans l'hôpital jusqu'à comme vivant encore, mais on sait pas trop, tu sais, s'il est encore vivant ou s'il est mort, tu sais. Vas-y, Ben. Il est mort? Ouais, je vais vous dire, là, moi, je pense qu'il est pas mort. Fait que ça va être intéressant d'entendre les deux côtés. Fait que vas-y donc, Ben, pour commencer. Ben, moi, je pense qu'il est mort, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi? Ben là, Ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Attendez un peu plus de contenu de ta part. Ça fait trop longtemps que je l'ai vu, fait que je m'en rappelle pas, mais je pense qu'il est mort. OK, ben check. Je peux faire les deux côtés là, d'abord. Là, mais... Ouais. En gros, l'argument de la mort de Travis Bickle, ça revient à ce que j'ai dit, c'est qu'après la tuerie, il y a une espèce d'aspect rêvé, déconnecté du réel. Ouais. En plus, si je me trompe pas, un peu après la tuerie, il y a une espèce de plan vu au-dessus qui est comme un peu un point de vue de Dieu, tu sais, qui est souvent associé Un plan de temps, moi. à l'âme qui quitte le corps, tu sais. Fait que tout ça Ouais. peut mener à la conclusion qu'il serait mort, puis que l'espèce de conclusion heureuse est comme un fantasme du mourant, tu sais, qui est en train de mourir, puis qui s'imagine à la suite des choses, tu sais. Ben moi, tu sais, comme je dis souvent, tu sais, des fins comme ça, c'est un peu comme on parlait dernièrement, là, Benz, avec Inception. Tu sais, la toupie, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est encore vrai? Tu sais, mais comme des fins comme ça, je trouve que ça laisse à chacun à interpréter comme il le sent, tu sais. Moi, Taxi Driver, la première fois que je l'ai regardé, je me disais, bon, il est encore vivant. Mais une des dernières fois que je l'ai vu, que je l'ai vu souvent ce film-là, mais des fois tu l'écoutes juste parce que c'est vraiment bon, sans vouloir vraiment analyser le film. Ouais. Mais la dernière fois que je l'ai regardé, à la fin, je me suis dit, hey, il est mort, il est encore mort, parce que justement, tu quittes, on dirait, le rêve dans lequel il vit dans sa mort. Je sais pas si vous me suivez. Là. Un peu comme tu disais, il est mort, fait qu'il est comme paisible. Un peu, ben, c'est peut-être aussi la fin du Joker qui m'a un peu fait comme matière à réflexion sur cette fin-là aussi. Là, parce que à la fin du Joker, moi, au début, je me suis dit, OK, il est mort, puis comme là, il paranoïe dans sa tête, tout. Là, ils ont annoncé que le deuxième était en développement. Fait que d'après moi, il est peut-être pas mort. Ah ouais? Ben c'est ça, tu vois. Moi, je vais jouer à l'avocat du diable. Mais en fait, mais moi, je me situe du côté du diable là-dessus. Là. Je suis de l'opinion contraire. Parce que, ben déjà, il y a des. J'ai pas les citations sous les yeux, mais et Scorsese et De Niro et Schrader ont déjà parlé du fait qu'ils pensaient pas nécessairement qu'il était mort. Puis De Niro a longtemps espéré une suite pour Taxi Driver. Ah ouais? Ouais. Ça serait le fun quand ça filme là. Je pense que c'est vraiment touché là, de faire une suite là, à Taxi Driver, là, mais en tout cas, il y a peut-être moyen. Là, Imagine qu'il faut une suite, puis il a encore son même manteau d'ancien vétéran, puis il conduit encore un taxi. Mais comment tu veux suivre ça? Ben, il faudrait que ce soit qu'est-ce qui est devenu ce gars-là, justement. Je sais pas, whatever, en tout cas. Ça serait affreux. Ça serait affreux qu'il fasse une suite. Non, c'est ça. Mais nous, ça, c'est comme plus des présomptions extérieures au film. Mais dans le film, ce qui peut être intéressant parce que Scorsese a fait ça aussi dans plusieurs de ses films, un peu revirer son histoire puis son message vers. Oh, Joe, es-tu encore là? Ouais, c'est parce que j'ai bien une luminosité. Il revire un peu le message vers le public, tu sais. Comme un peu dans Blue Wall Street fait ça aussi, tu sais. Le gars, il est dépeint comme un abuseur, puis puis finalement, à la fin, c'est un peu comme le héros, puis t'as des shots où est-ce qu'il revire la caméra vers le public, tu sais. Ouais. Vendez-moi ces crayons! Exact. Là, c'est comme si tu te regardais un peu, puis ça fait un effet de miroir, puis tu te demandes, OK, ben moi, dans le public, qu'est-ce que je pense de ce gars-là, qui, en fin de compte, est d'une personne toxique, là, tu sais, le protagoniste. Ouais. En fin de compte, c'est Léo, tu sais, c'est Léo Nardo DiCaprio. Non, c'est ça. C'est un peu un truc similaire, je trouve, qui s'opère dans Taxi Driver, mais avant de partir là-dessus, Ben, voulais-tu relancer une réunion? Je vois qu'il reste moins d'1 minute. Ouais. Mais, tu
sais aussi, tout le long, le personnage, il pense qu'il fait le bien aussi. Peut-être la fin, c'est comme une utopie, puis ça te remet dans la face, comme est-ce qu'il a vraiment fait le bien ou pas, tu sais. Parce que tellement il a fait un peu de C'est un peu bien. vers ça que je m'en vais, mais j'ai peur de me faire couper. Puis en fait, c'est que moi, si on y va d'un point de vue un peu plus terre à terre, là, on peut penser tout simplement que le fantasme est réel pour lui, dans le sens qu'il a accompli son devoir de chevalier, tu sais, envers la prostituée. Fait qu'il est réellement fier de ça. Jodie Foster, 14 ans. Jodie Foster est sauvé de Harvey Keitel. Puis, en fait, est-ce qu'on peut se demander justement, vu qu'en plus c'est dans les années 70, dans un New York cynique, est-ce que c'est pas plus un regard pour dire, regardez comment les médias vont glorifier un meurtrier, tu sais? Parce que puis tu peux te demander aussi à ce niveau-là, ça aurait été quoi la fin de Taxi Driver s'il avait réussi à tuer le candidat à la mairie qui était blanc, accepté socialement, Valentine, tu sais? Il aurait été crucifié sur la place publique, là. Ben ouais. Là, parce qu'il a tué des proxénètes, qui était comme la vermine de la société, ben là, son geste devient acceptable. Puis dans ces années-là, puis encore aujourd'hui, des fois, tu as de la glorification dans la culture américaine de personnalités qui posent des gestes non acceptables. On le voit aussi dans notre société au Québec. Ouais. On a cette tendance, des fois, à faire ça, puis tu peux te demander si c'est pas ça un peu le regard que Scorsese voulait poser à la fin. Au lieu de condamner son personnage, d'y offrir finalement peut-être ce que les médias lui auraient offert, qui est une espèce de gloire qui est non morale, tu sais, au final. Ouais. Ça fait c'est ça, c'est bien intéressant. Comme Joe dit, les deux sont possibles. T'sais, moi, c'est comme Inception, là, personnellement, là, j'y pense, puis les deux fins sont possibles dans ma tête pour différentes raisons. Fait que c'est flou, puis c'est correct si ça reste de même. Là, le monde est très... Comme on jasait, Chris Nolan, on dirait, il a comme fait exprès pour mettre une fin un peu sans réponse. Mais, comme tu disais, Scorsese, il y a sûrement une raison, d'avoir fait réfléchir. Sûrement que pour lui, justement, comme soit il est vivant ou soit il est mort, là, mais... Mais c'est ça qui est le fun aussi avec Scorsese, c'est qu'il fait du grand public, il est accessible, mais il se permet de faire des trucs flyés, puis il se permet d'être critique aussi. Puis ça, c'est assez rare. C'est assez rare les gens qui font ça de manière habile, je trouve. Ouais. Ben, c'est pas pour rien que c'est un des meilleurs au monde, de tous les temps. C'est une référence dans notre domaine. Il y a un prochain film là, qui sort bientôt de Scorsese avec Léo. Il arrête pas, c'est fou. Killer of the Flower Moon. Ouais, ça va être bon. Ouais. Comment vous voyez ça? Dans les dernières années, justement, ces derniers films sont souvent avec les mêmes acteurs. Léo, Robert. Ouais. Adam Driver. Joe Pesci. Mais vous percevez ça comment, un réalisateur qui utilise toujours les mêmes acteurs? Ben, tu sais. Est-ce qu'on a le goût d'avoir de la diversité dans des équipes différentes ou leur équipe fonctionne tellement que c'est toujours bon, tu sais? Ouais, il fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est toujours bon, tu sais. Je veux dire, Martin Scorsese, il y a toujours les mêmes, tu sais, pas mal la même tranche d'acteurs dans tous ses films. Puis c'est jamais décevant parce que tu sais que ça a déjà fonctionné plusieurs fois. Fait que, tu sais, le prochain film avec Léo, c'est sûr que ça va être écœurant, tu sais. Si tu regardes ses derniers films qu'il a fait avec Scorsese, Gang of New York, The Departed, Le Loup de Wall Street, tu sais, c'était écœurant, ces films-là. Ouais. Mais en même temps, ils réutilisent la même gang, mais les films sont jamais les mêmes. Hein. Non, c'est ça. Puis le concept Shutter Island, c'est complètement différent. T'sais. Ouais, Shutter Island, j'adore ce film-là aussi. Mais c'est ça. Moi, en tout cas, j'ai pas tant d'opinion là-dessus, mais honnêtement, si on devait y penser, moi, je trouve ça bien correct, dans le fond, parce que il va avec des collaborations qui fonctionnent, puis ça enlève rien, finalement, à sa création, je trouve, parce qu'à chaque film, il réussit à amener autre chose, puis des nouvelles idées. Fait que, ça. À chacun sa réussite. Ça aurait été dommage qu'il serait tombé dans une recette. T'sais. Ça aurait été dommage qu'il répète tout le temps le film, mais c'est pas le cas. Fait que ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pour lui, let's go. Il fait ce qu'il veut. Là. C'était juste une petite question de même, Ben. Non, mais c'est vrai, c'est pertinent. Ça aurait pu crever aussi sa créativité, mais ça n'a pas été le cas. Fait que tu sais, quand tu as nommé tous les films de Scorsese avec DiCaprio, tu n'as pas dit The Aviator. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est un film.
Ouais, c'est vrai, j'ai pas vu. Mais... Ah, tu l'as pas vu, mais je te Ouais, le pas vu. conseille. Ok. Mais c'est sûr, En plus, là. Aviator, on pense moins. Ben, moi, personnellement, je pense moins à ce film-là parce que c'est un de ces films qui m'a le moins marqué, si tu veux, là, dans mon expérience avec la filmographie de Scorsese. Mais c'est une très belle interprétation de Léo. Puis Cate Blanchett aussi est très bonne dedans. Ouais, C'est vrai. juste que le film, je le trouve quand même long, mais c'est un bon film. C'est un bon drame historique, là, un bon drame biographique. Ouais. J'allais dire biologique. Biologique, ouais, je suis pas sûr. Mais, Ça pas des drames biologiques, peut-être les femmes animaliers, peut-être. Là. ouais, mais non, je pense que c'est assez intéressant pour que tu le regardes, Ben, je te le conseille. Ouais, moi tout, ouais. J'ai vu il y a pas longtemps, en plus, le pire. Ouais, très bon. Ouais. Fait que non, c'est ça, Scorsese, voilà. C'est ce que j'avais envie de parler un peu dans Taxi Driver. Là, évidemment, Ben, on tourne les coins ronds des fois, mais ça montre quand même, je pense que c'est un très bon film. Je le conseille vraiment à tout le monde que je croise. C'est un excellent film, Taxi Driver. Puis ben, l'œuvre de Scorsese en général, c'est vraiment formidable. Mais tu dirais que Taxi, c'est ton meilleur ou Shutter Island? Ah, non, Taxi Taxi Driver. Ah ouais? Mais Shutter Island, là, je l'adore ce film-là quand même. Je trouve qu'il est tellement bien ficelé, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais! C'est un film qui est le fun à réécouter parce que Ouais. tu connais les vérités et les mensonges du film de plus en plus. Là. Il est fun au bout. Mais tu sais, comme moi, j'adore le Martin, mais tu sais, Taxi Driver, c'est pas mon préf, que je dirais. Je préfère, mettons, Godfellas. OK. Parce que je suis. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est C'est sûr. pas pareil. Mais tu sais, c'est parce que je préfère, mettons, je trouve qu'il y a plus d'ambiance, plus de mouvement dans Godfellas que dans Taxi Driver. Mais comme on a bien vu là, avec Ham qui a fait une merveilleuse analyse du film, c'est un film qui est fait aussi pour analyser, qui est le fun à regarder par tous les petits traits particuliers du film qui fait de lui. Mais tu sais aussi, c'est. C'est plus dans le trailer, un peu dans la. Le film est comme une grande déchéance, tu sais. Fait que t'es pas non plus dans l'action, c'est beaucoup dans la solitude. Puis, c'est un peu un drame de mort aussi, si on veut. Là, c'est un peu comme triste comme ambiance aussi. Là. Mais tu sais, il faut que tu te replonges aussi dans l'histoire puis dans l'époque historique que ça enrichit le film vraiment beaucoup. Là, c'est plus que qu'est-ce que tu vois à l'écran. Là, fait que... Ouais, puis moi aussi, parce que j'ai un attachement émotif à cause de l'époque à laquelle je l'ai vu aussi. Aussi, quand on commençait à voir plus de films hors du Hollywood principal qu'on connaît, puis là, tout d'un coup, tu découvres Taxi Driver, puis tu tombes en amour. Là, tu comprends toutes les possibilités. Ouais. Mais il n'y a pas Joe Pesci. Il n'y a pas Joe Pesci. Mais il y a Jodie Foster à 14 ans. Ouais, quand même. Hein. Bernard Herrmann. Très belle interaction, Hent. Ah ouais, c'était bien fun. J'aime bien ça. Bien joué. Benz? Moi, je pourrais poursuivre sur un grand réalisateur aussi. Non, vas-y. J'ai regardé The Outsiders de Francis Ford Coppola. Ouais. Que Joe, tu m'avais hypé un peu, ce film-là. Comme à tous les films que je regarde. Là, mais... Puis qu'est-ce qui est surprenant, c'est que, tu sais, mettons, il vient de sortir de 2 méga films qui sont Apocalypse Now puis The Godfather, je pense. Il fait ça tout de suite après? Ouais, c'est proche dans les années, mais je pense The Outsider. Goodfellas, c'est pas entre les deux. Il est après, me semble. Goodfellas, me semble, il est entre les 2 premiers parrains, ça se peut-tu? Ça se peut. En tout cas, c'est dans les mêmes années, là, je pense. Ouais. Mais je pense que c'est comme 83, je pense, Outsiders. Ouais, mais c'est ça, mais le premier parrain, il n'est pas en fin 70? Ça se peut. En tout cas, Puis tu sais, The Outsiders, tu m'avais dit, c'est extraordinaire. Je fais comme, OK, j'ai hâte de voir. Oui, je capote ce film-là. C'était bien. Tu sais, dans le fond, tu sais c'est quoi, Antoine, The Outsiders? Ben, je l'ai pas vu, le film, mais je connais un peu l'univers Coppola puis la base du film, mais tu peux quand même peut-être en parler pour... Ben, le synopsis, c'est pas compliqué. Ben, c'est ça. C'est une gang de bums, des bas-fonds de la société qui se battent contre des bums bourgeois. Ah ouais? Là, t'as comme des gens des bas-fonds de la société qui tuent des bourgeois, puis là, il faut qu'ils se sauvent.
Puis c'est un peu C'est ça. Puis... le Karate Kid qui tue Ralph Macchio. Ah, c'est Karate Kid? Ouais, c'est le Karate Kid. Ralph Macchio? C'est supposé être un film de violence puis de crime un peu, mais dans le fond, c'est juste comme des hommes qui s'aiment, puis comme c'est beau, des hommes qui s'aiment, puis c'est comme la fraternité entre hommes. Ben, oui, c'est un film sur l'amitié, tu sais, c'est un film sur sur l'amour entre hommes. Puis, puis tu sais, c'est beau, tu sais. Le film, ça m'a fait penser un peu à Stand By Me, que j'avais pas nécessairement trippé non plus, mais ça ressemble pas mal. Puis je trouve, contrairement mettons, à d'autres films comme Apocalypse Now, que tu regardes n'importe quand, puis ça n'a pas vieilli, puis c'est extraordinaire, ce film-là date des années 80, puis ça paraît, tu sais. Ouais, ben oui. Ben, avec la musique aussi, puis tu sais, comme... comment ils sont habillés, puis tout. Là, ouais, les looks aussi. Mais tu sais, comme moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, à la fin, quand ils s'en vont se battre, genre, puis là, ils marchent dans la rue, tu sais, il fait noir, puis ils prennent, tu sais, tu vois un Tom Cruise vraiment affreux, genre, il a les dents tout croches, puis il a le spell de cul. En plus, d'habitude, c'est tout le temps super propre, super léché, tout le temps à son avantage, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est un de ses premiers films, genre, qui est sorti. Ah, bien un petit rôle de rien, là, il est quasiment ouais, il est bleu, pas nos sourcils, tout. Ah ouais. Genre, je l'ai écouté juste pour ça. Mais le pire, c'est que t'as des bons acteurs. Tu as Matt Dillon qui est dedans, t'as Tom Cruise, t'as Patrick Swayze. C'est tous des bons acteurs, ça. Ouais. Mais je sais pas, c'était correct. Ben, c'est pas un chef-d'œuvre. Tu sais, je t'ai jamais dit que c'était un chef-d'œuvre, là. Mais c'est quand même, tu sais, c'est intéressant quand même à voir, là. Oh ouais. Petite écoute, tu sais, c'est pas trop long, c'est 1h30. Puis, ouais, c'est ça. C'est correct. Ben, c'est un film d'été, tu sais. Tu le regardes dans l'été, puis... ouais. T'as mettons un petit film d'été le soir, tu sais, t'as pas le goût de te casser la tête. Non, c'est ça. C'est correct, là, tu sais. All right. À part ça, qu'est-ce que je te disais la semaine passée que j'ai regardé, qu'on n'a pas eu le temps la semaine passée, c'est Once Upon a Time in Mexico de Robert Rodriguez. Ah oui! Ça, tu m'avais hypé aussi. J'ai pas été déçu. OK. Ben ça, je savais que t'allais aimer ça. Ouais. Dans le fond, Roberto Gazo. Tu connais-tu, Hent? Non. Mais c'est le troisième film de la trilogie de El Mariachi. Tu sais, il y a Desperado. C'est quoi le avec premier? Antonio Banderas. OK, ben je les ai pas vus en tout cas. Mais dans le fond, c'est Antonio Banderas qui est un tueur en série, tu sais. Puis là, il se passe des affaires au Mexique. Puis t'as comme des affaires avec le gouvernement qui essaie de se faire renverser par l'armée, puis je sais pas trop. Puis là, lui, il est comme engagé pour tuer du monde. Puis... Ben, c'est des tueurs à gages, dans le fond. C'est ça. Ah, ça, j'ai dit tueur en série, c'est pas tueur en série. Ouais. Mais tu t'avais pas vu les deux d'avant, hein? Non, j'ai rien vu d'autre sauf ça. Mais tu comprends quand même bien l'histoire, là. Ouais, t'as pas besoin, je pense, de voir les autres avant. Ça se tient en soi, je pense. C'était bon. Ouais. Mais tu sais, comme dans Desperado, t'as Salma Hayek, qui est comme sa blonde, puis comme tu vois plus l'histoire, tu vois des petites images là, d'elle là, dans Once Upon a Time in Mexico. Mais tu sais, je trouve que ça s'écoute bien aussi comme film seul, là, si jamais... Puis ce que j'aime aussi, c'est que tu sens comme que c'est fait avec beaucoup de passion. T'sais. Il fait ça parce qu'il a vraiment le goût de le faire. T'sais. C'est lui qui fait le montage, la direction photo, il fait la musique aussi, je pense. Ah ouais. Fait que tu sens qu'il fait ça pour la... Ben, c'est un peu comme Dead Proof de Tarantino qui a tout fait. Puis Planète Terreur, j'imagine c'est la même chose. Hein. C'est ça que j'aime de Rodriguez. Planète Terreur, j'ai pas vu encore d'autre. Quoi ça? Faut que tu regardes. Planète Terreur, c'est la fille qui a un gun à la place de sa jambe. Là. C'est... J'ai ça. Faut que tu regardes. Ben, là, c'est Netflix. Hein. Un programme double. T'as pas le choix de regarder Planète Terreur après ça Dead Proof. Mais Dead Proof, ça, je l'ai vu il y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 mois. C'était vraiment bon, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est pas un film sous-estimé, Dead Proof, là. Mais toute la poursuite, là, man, c'est le fun. Là, comment c'est filmé, là, c'est vraiment bien réussi. En plus, c'est dans ses tout premiers films, là, celle-là, je sais pas si... Ben non. Non, c'est pas ses premiers films. C'est en 2008, je pense. 2005, 2007. Mais c'est parce que ça, c'est un concept qu'il y a eu avec Robert Rodriguez de joindre 2 films. Dans le fond, chacun a fait leur propre film, mais c'est comme pour représenter les années 80 quand il y avait comme 2 films au cinéma. Fait que c'est comme un double programmation. Vu que c'est un film dont on parle moins, j'avais juste assumé que c'était peut-être dans ses débuts, mais... Bon. Ah ouais, non. Mais c'est juste qu'il est moins vu comme dans la filmographie de Quentin Tarantino, vu que c'est fait un peu
avec Robert Rodriguez. Là. C'est beaucoup plus rarement cité que ces Ouais. autres films. Mais en plus, quand tu regardes le film, ça marche tellement bien que tous les autres films aussi. Là, tu sais, ça parle de l'amour du cinéma, puis tous ces films, c'est ça. Là, tu sais. Ouais. Dans le fond, c'est de faire une pastiche un peu des films de série B. Là. Ben, les dialogues sont écœurants aussi. Ouais. Là. Ben, l'esthétique aussi, hot quand il chie un peu sa pellicule là, pour que ça donne un effet dégueu. Là. Ouais, c'est bon. Mais, tu sais, comme système Robert Rodriguez, moi, je trouve son meilleur, c'est Planète Terreur. Là. Ah ouais, ok. Ouais, tu sais, comme. Tu sais, je ne traite pas tant sur, admettons, son genre de film qu'il fait. Tu sais, comme, admettons, Machete, tu sais, c'est bon, tu sais, mais ça vient rejoindre un peu plus Once Upon a Time in Mexico. Puis, ben, tu sais, comme, justement, Danny Trejo dans Desperado puis Once Upon a Time in Mexico, il joue un peu Machete. Tu sais, comme. C'est juste qu'il meurt tout le temps, puis il revient tout le temps en Machete. C'est drôle, mais. Tu sais, je suis très moins comme dans son genre d'humour, mais Planète Terreur, c'était vraiment bon. Peut-être parce qu'il y a Quentin Tarantino qui a planché un peu dessus, le scénario, mais non, c'était très bon. Je vous le conseille aussi. Là. Juste Netflix. Je vais le Ouais, checker. regarde ça. Ah ouais, tu vas aimer ça. Ben ouais. Mais Once Upon a Time in Mexico, c'était très bon aussi. C'est un film que tu réfléchis pas puis tu regardes ça puis c'est violent, là, mais, ouais. c'était drôle, ouais. C'est drôle, tu sais. C'est ça. Ah, des fois, c'est divertissant. Là. C'est comme les John Wick. Là. Ouais. Ben, le 1 était bon, le 2, le 2 était pas bon. Là. John Wick 2, là, c'était Il faut que tu regardes le 3. Honnêtement, j'ai toujours le premier était meilleur que le deuxième, puis le troisième. J'ai-tu vu le troisième? Je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, faut regarder le troisième. c'est comme du gros. Tu sais, honnêtement, tu t'attends pas nécessairement à aimer ça, mais je suis resté accroché au bout, là, man. C'est de l'action pure et dure, là. Puis j'ai jamais vu, je pense, autant de headshots dans une même scène, là, au début. Ouais. C'est une tuerie, là, mais ça arrête pas, c'est fou. Là. Mais tu sais, qu'est-ce qui fait que le 1 marche pour moi puis qui marche pas pour le 2, c'est que dans le 1, t'as mal pour lui, puis t'es comme, tu veux qu'il se venge vraiment, puis tu l'es le chien sale, tu sais. Puis dans le 2, t'as pas ça, c'est juste qu'il va tuer des gens, puis on s'en fout, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, je te dirais, le 3 aussi, tu sais, je veux dire, il faut qu'il sauve sa peau, tu sais. Mais dans le troisième, je trouve, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un Christy d'hommage aux films d'arts martiaux, genre japonais, puis à des combats à l'arme blanche. C'est écœurant, là. C'est vraiment bien filmé, puis les cascades sont vraiment folles. Ouais, puis je trouve ça drôle comment ils sont allés genre, dans certains clichés, mais tellement assumés que ça marche, tu sais. Ouais. Il y a comme genre son espèce de parcours spirituel dans le désert. Ouais. Il va trouver la réponse au fin fond du désert. C'est tellement drôle, tu sais, ça fait un peu jeu vidéo, je trouve, des genres de quêtes même, là. C'est sûr, tu sais, comme dans toute franchise, bon, on voit ça un peu poussé dans la saga des Fast and Furious, mais comme dans toute franchise, rendu au troisième film, il faut toujours t'upgrade genre d'un stade, tu sais. Faut toujours comme que t'ailles un peu plus loin, tu sais, à chaque fois. C'est sûr, tu sais. Ok, non, c'est bien drôle parce que justement, je trouve que c'est un film qui est comme ludique, genre, ça se prend pas au sérieux. C'est comme un jeu vidéo, là, vraiment. Là. C'est vraiment comme, on dirait penser de la même manière au niveau narratif. Là. Ben ouais. C'est juste drôle à suivre. Là. Je vais devoir couper ma cam parce que je vais manquer de batterie. Okay. Mais je suis encore là, les boys. Je peux finir avec 2 films rapidement. Ah, vas-y donc. J'ai écouté avant-hier le premier film de Luc Picard comme réalisateur. Ça, c'est L'Audition. C'est un film de 2005, puis que j'ai aucune idée c'était quoi. Puis, OK, j'ai pas vu ça. C'est pas un film qui va marquer les esprits, mais c'est quand même intéressant. Je pense que ça a comme des liens avec Pulp Fiction qu'on parlait, je pense, Tarantino. Ouais, mais il me semble que j'ai déjà vu le début, mais je l'ai jamais fini, ce film-là. C'est bien. Dans le fond, c'est 2 bombes. C'est Luc Picard puis Alexis Martin. Qu'eux autres, ils cassent des gueules pour des gens qui doivent de l'argent de se faire comme ça. T'sais. Puis lui, il a toujours rêvé d'être un acteur. Puis, genre, l'audition qu'il va passer, c'est comme sa chance de sortir de sa vie de bombe qui est tannée. Puis c'est ça. Puis c'est comme 2 bombes qui errent puis qui jasent de patates en char. Comme dans il y a une scène qui finit pareil comme dans Pulp Fiction quand il parle de McDo. Il parle de patates frites. Ah ouais? C'est bon, les patates frites, tu prends 2 poutines, ça fait comme ça. Puis... Ça a été fait un peu Pulp Fiction. Ouais, il y a clairement une grosse inspiration, là, quasiment. Rendu là, c'est quasiment pas de la copie, là, mais
Il y a un moment donné, il y a une limite, il y a une ligne fine entre hommage et. Mais c'est pas nécessairement pareil, mais tu sens le. Tu sais, mettons, Jules dans Pulp Fiction, son désir, lui, c'est juste d'arrêter un peu, puis à un moment donné, il prend conscience, puis il y a comme une rédemption qui vit à la fin quand il laisse le gars partir, tu sais. Puis il y a un peu ça dans ce film-là aussi, puis à un moment donné, il laisse partir un gars qui est supposé casser la gueule, puis c'est un peu la même trame narrative. OK, c'est de la copie! Non, c'est pas de la copie, là. mais mais tu sais, c'est un film intéressant. C'est le fun, mettons. Dirais-tu que c'est plus le fun pour les gens qui connaissent Pulp Fiction puis qui voient ces hommages-là, si on veut, ou c'est plus le fun pour quelqu'un, mettons, qui connaît pas du tout Pulp Fiction puis qui voit ça puis qui dit « Hey, c'est une bonne idée, ça, c'est un style de scénario. » Je pense que c'est sympathique d'avoir le référent, mais ça n'empêche rien au film. Je pense que le film s'écoute bien pareil, puis c'est bien sympathique. Là, tu sais. OK. Ouais, puis Luc Picard, je trouve ça le fun quand même. J'ai pas vu beaucoup de ses films, mais il y a quand même. On dirait qu'il amène quelque chose vraiment d'unique, au moins là, dans le paysage de notre cinéma. Là. Puis, parce que là, il s'en vient en plus avec un film. Je sais pas si ça va être réussi, mais je suis vraiment curieux de le voir. Là. Juste par le titre, ça m'a comme accroché. Là, mais c'est comme. C'est quelque chose comme là, il l'a changé. Son titre de travail au début, c'était comme Confession d'un tueur à gages ou un affaire de même. Puis c'est rare qu'on voit ces films-là au Québec comme assumés dans le crime. Puis il y en a un peu là, au niveau de la mafia. Là, mais Mafia Inc. je trouve ça le fun puis j'espère que ça va être. Mais t'as-tu vu son dernier film? Mon souhait, c'est de retrouver peut-être un espèce de petit taxi driver québécois. Là. Une espèce de drame, on va dire, psychologique. Là, où, dans la vie d'un tueur, mais pas juste comme les scènes d'action qu'on entend dans un film de même, mais surtout comme la psyché, le trajet mental, c'est ça, de ce gars-là. Puis, en tout cas, surtout avec le terme confession, tu sais, en tout cas, j'espère que ça va être là, mais j'ai aucune idée. Moi, ça va penser plus vers le drame, tu sais, le drame psychologique. Là. Ouais, peut-être, mais en tout cas, je suis juste vraiment curieux. Pour l'instant, j'ai pas vu le film, il n'est pas encore sorti, mais je suis vraiment curieux. Mais t'as-tu vu son dernier film qu'il a fait? Les Rois Mongols? Non. C'est très bon. Moi, j'ai adoré. Vraiment, ouais, vraiment, vraiment. OK, je sais pas ça. Vraiment bon. Puis, tu sais, justement, des Rois Mongols, t'as de la bonne musique, justement, puis la musique de l'audition, c'est Daniel Bélanger qui l'a fait. Fait que c'est de la très bonne musique, là. Ah ouais. Fait que... c'est nice, ça, je savais pas. Fait que c'est ça. L'audition. C'est un à tout faire, Daniel Bell. Puis, en finissant, je peux finir avec un film que Joe, tu vas capoter, je pense. Ouais. Tu sais quoi? Non. C'est Man of Steel de Zack Snyder. Ouais, je t'allais dire hype, celle-là aussi. J'ai adoré. J'ai trippé ma raide. Ouais, hein? J'avais déjà entendu quelque part. Mais tu sais, à un moment donné, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait que tu avais une vibe un peu Terrence Malick à travers le film de super-héros de Man of Steel. Il y a quelque chose de ça pareil. Tu sais, c'est très réflexif. Puis tu as tu penses beaucoup à comme l'humanité puis des choix qu'il y a à faire pour sauver la Terre ou genre sa nation. C'était beau. Tu sais. Mais c'est ça, je te parlais aussi de justement cette différence-là qu'il y a avec les tu sais, que Zack Snyder il a voulu comme upgrader un peu le sentiment qu'on a envers Superman, à la place de le voir juste comme un héros qui est comme invincible et qui sauve toute la planète. Ben là, il est comme pourchassé par des gens, il est comme pas accepté vraiment dans le monde dans lequel il grandit. Fait qu'on voit un peu c'est un peu aussi pour faire une référence, il y a Chris Nolan qui est producteur, fait que c'est un peu aussi pour faire une référence au Dark Knight, qu'on a eu aussi avec la trilogie de Nolan. Fait que ça ramène un peu un côté dark du super-héros, que normalement il est vu tout le temps comme en dieu, si on veut, là. Mais dans les prochains, comme dans Batman vs Superman, là, on le voit vraiment comme plus comme une figure de dieu, Les gens, les gens l'appellent, puis ils souhaitent qu'ils viennent les sauver, Fait que c'est un peu... Il représente plus une figure comme d'homme céleste, là, si on veut, là. Mais je suis content que tu aies aimé ça, Christy. Mais tu sais, c'est un film qui a coûté extrêmement cher, mais tu le vois à l'écran. Ça, c'est hot. Là. Ouais. Le début, là, c'est beau. Là. Ça a été beaucoup critiqué. Tu l'avais-tu vu, toi, Hent? Non. Et là, c'est Netflix. Ouais, peut-être. Il va pas être dans la priorité de ma liste, mais peut-être un jour.
Mais c'est bon pour vrai, c'est très bon. Mais c'est un film qui avait été beaucoup critiqué à cause que, justement, à la fin, tout est détruit, là, toute les métropolis est à l'envers, sans dessus-dessous. Mais je trouve que c'est bien parce que ça fait un rappel aux bandes dessinées. C'est vraiment comme accurate comics. Là. Ouais. Ben, il y a comme une vision que tu pourrais voir, c'est que les États-Unis n'aiment pas les étrangers, mais là, ils accueillent l'étranger parce que l'étranger va se battre pour ton pays aussi. Puis tu as comme un peu cette vision-là un peu dégueulasse des États-Unis que ben ouais. il faut se battre pour notre pays, on est bon. Mais... ton pire ennemi, c'est quoi l'expression, Hent? Ah, l'ami de ton ennemi. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça aussi, tu sais. Ouais. Mais ouais, non, c'est clair. Il y a cette réflexion-là aussi à avoir au-delà de tout ce blockbuster. Ouais. J'avais un dernier film à jaser, si vous avez le temps. Ben, ça sera pas long. J'ai pas de temps à aimer. En fait, j'ai comme pas grand-chose à dire. C'est The Little Things. C'est avec Denzel Washington, Jared Leto, Rami Malek. C'est quand même une Christie de brochette d'acteurs que tout le monde aime. Là. Jared Leto est super dans tout, sauf peut-être le Joker, mais on y reviendra un jour. Mais Denzel Washington, ça faisait longtemps quand même qu'on ne l'avait pas vu dans un rôle. Puis là, c'est HBO qui sort ça en partenariat avec Warner Bros. Qui sort ce film-là. C'est un drame suspense policier. C'est deux policiers qui recherchent, dans le fond, l'auteur d'un... C'est un tueur en série, en fait. Là. Puis, fait que c'est vraiment comme cliché, là, drame policier, suspense. Il essaie de trouver des indices. Puis le suspect, c'est Jared Leto. Fait que, il est vraiment bon dans son rôle de malade mental. Mais on ne sait jamais si c'est vraiment lui parce que c'est quelqu'un qui a déjà menti dans le passé à propos des crimes. C'est un personnage qui veut comme s'auto-proclamer tueur en série, mais il n'a jamais rien fait, le gars. Fait que là, tu te demandes toujours comme si c'est vraiment lui ou si c'est pas lui. Puis la fin laisse perplexe, un peu comme on disait tantôt, avec des fins un peu ambiguës. C'est vraiment ouvert au questionnement, parce que ça finit, c'est vraiment récent, fait que je dirais pas le spoil, mais comme ça finit comme vraiment sec, puis tu sais pas, t'as pas de réponse dans le fond à tout, là. Mais c'était quand même intéressant dans la forme du scénario, là, parce que c'est vraiment comme... Le titre va bien avec l'histoire qu'on voit, parce que faut vraiment focusser. J'imagine en regardant une deuxième fois, on remarque un peu plus de petites choses, aux petits détails, qui laissent peut-être des indices à quelque part. Mais pour une première écoute, c'était quand même dur à comprendre où est-ce qu'il voulait vraiment aller dans ce chemin-là. Là. Mais je vous le conseille quand même, si jamais... Ça ressemble à quoi? Ben, le film, il ressemble à quoi? Ben, tu veux dire quel autre genre de film est-ce que ça ressemble? Mettons une comparaison. Là. Ben, je te dirais, je sais pas si tu as vu les True Detective. Je pense que tu as vu juste la saison 1. Ouais. Ben, ça ressemble un peu à ça, dans la forme. Je trouve dans le concept, un petit peu plus du scénario, drame policier, là, recherche. Mais il n'y a pas justement l'effet qui était plus cool dans True Detective, que c'était qu'on se faisait raconter le passé dans l'avenir. Mais il y a quand même des bouts, parce que Denzel Washington joue un ancien détective qui a déjà vécu un drame dans le passé. Puis on retourne dans le passé de temps en temps. Fait que ça nous laisse des indices sur ce que le personnage a déjà vécu. Fait que c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Là. Fait que je te dirais, ouais, ça ressemble pas mal à True Detective dans cette façon-là. Mais sinon, j'ai vu aussi un peu le drame Entre les tombes. Je ne sais pas si tu as déjà vu là, avec Liam Neeson. Oh. Ah, j'ai vu ça. Tu l'as vu, Hen? Ouais. On pense à Liam Neeson, c'est comme des films d'action. Mais ce film-là, il était vraiment moins
moins, mettons, axé sur l'action, là, comme dans ces autres films. C'était un petit peu plus dark comme scénario. Puis on plongeait un petit peu plus dans le crime de ce qui se passait. C'est sûr, c'est rien de aussi morbide, là, si on veut, que The Little Things, mais je trouve dans la forme, dans les thèmes, puis dans l'esthétique du film aussi, ça ressemblait pas mal. On se retrouve plongé dans une ambiance un peu morbide. C'est quand même, tu sais, c'est bon de temps en temps, tu sais, aller là-dedans. C'est sûr, c'est pas un film comme Willy Wonka. Je crois que Mais je vous le conseille quand même. Il y a quand même des trucs morbides dans ce film-là. Willy Wonka et la chocolaterie, là. Ouais, Chocolate Factory. Lequel, lui, de Tim Burton ou l'autre? Le dernier, là, avec Johnny Depp. Ouais, Tim Burton. Il y a quand même des trucs morbides là-dedans. Là. Ils vont en faire un, hein, c'est vrai? C'est Timothée Chalamet. Tu sais, c'est l'image aussi de Tim Burton. Tu sais, c'est la folie furieuse. Timothée Chalamet va jouer Willy Wonka. Ouais, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? C'est niaiseux, là. Colin. Non, mais, tu sais, inventer de quoi, là? Arrêtez de remâcher des esthétiques de personnages qu'on connaît déjà. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup trop là, de ça. Ça fait plusieurs années là, qu'on est là-dedans. Là. Mais tu sais, là, il va jouer comme un jeune Willy Wonka, mais tu sais, dans le film de Burton, on l'a tout vu, sa jeunesse, on a tout vu qu'est-ce qui l'a fait devenir Willy Wonka. Puis là, ils vont juste faire ce film-là, puis ils vont rajouter encore plus de sauce pour comme nous mélanger le crâne avec... Je suis pas d'accord. Mais regarde, Ben, il est peut-être là, le renouveau dont tu parlais au début du podcast d'aujourd'hui, là, tu sais, ouais, c'est vrai, ça. Qui ne savent plus comment se réinventer, qui refont des remakes après remakes. Là, à ce temps, on est dans une grosse vague de remakes, mais un peu différents. Là. Tu reprends l'univers, mais tu changes de point de vue. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est surtout les studios qui font ça, parce que les plateformes de streaming, ils en font un peu, mais ils font beaucoup de contenu original aussi. Ouais. C'est peut-être eux qui vont amener justement un renouveau, mais jusqu'à date, c'est un renouveau qui est très... qui est déjà très formel. Hein. On n'est pas dans l'expertise du nouvel Hollywood. Fait que... Tu sais, les films de Netflix, c'est majoritairement pourri. Là. Ouais, mais c'est sûr que c'est ça, tu sens qu'il y a déjà des recettes qui s'installent. Fait que, est-ce que ça va être aussi libre que dans les années 70? J'en doute, mais en ce moment, c'est eux qui amènent peut-être un petit changement pour le meilleur et pour le pire. Ben, c'est clair. Puis on l'espère, hein. On espère revoir Robert De Niro. Ouais. Ah ben, ce fut un podcast. Qu'est-ce que tu écoutes prochainement, Hent? Prochainement... As-tu des films, mettons, dans ta liste? Tu parlais de ta liste tout à l'heure. T'avais-tu des films? Ah ouais? Ben, c'est sûr que là, moi, tu sais, j'ai pas tout vu encore de Scorsese, fait que ça, c'est sûr que je veux continuer ça. OK, c'est quoi que tu n'as pas vu encore? Casino. As-tu vu Silence? Ah ouais, très bon, Casino. Casino, je l'ai pas vu, j'ai vu qu'il était sur Netflix l'autre jour, fait que ça, j'ai vraiment envie de le voir. As-tu vu Silence? Ouais, Silence avec... Adam Driver. Ouais, c'est ça, puis le gars qui avait fait Andrew Garfield. Ouais. Andrew Garfield, Liam Neeson. Très cool quand même. J'ai trouvé bon. ça le fun de découvrir Scorsese dans ce film-là, vraiment différent. Ouais. J'ai pas tout aimé, mais en même temps... C'est-tu parce que t'es un athée? Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça très... Mais c'est ça la proposition du film, là. C'est très religieux, là. Ah ouais. C'est pas dans votre film, moi, hein. j'adore C'est pas du dogme, là, c'est pas grave. Il dit pas Non, comment mais en tout cas, j'ai quand même trouvé, surtout à la fin, là, avec avec la dernière shot, là, que je vais peut-être pas nommer, là. Ah ouais. Ça, ouais, là, ça m'a juste un peu chatouillé, là. Je trouvais ça vraiment comme... Tu vois... C'était gras un peu, je trouvais. Mais, ouais. le film en général, beaucoup de qualités qui surpassent finalement ce qui m'a un peu gossé. Ouais. Mais tu vois, Ben, si tu parlais de Terrence Malick tantôt, là, ça en est un film ouais. que je trouve, tu sais, dans le visuel, là, dans le paysage, c'était différent. Puis dans les thématiques aussi. Là. Ah ouais. La chrétienté. Terrence Malick. Fuck yeah. Ouais. Excellent. OK, fait que c'est ça, tu vas continuer un peu ta... Ben, justement, parler de Malick aussi. Malick, surprenamment, je sais pas pourquoi, ça a été depuis 2 années un réalisateur qui m'intrigue beaucoup. Ben ouais. J'ai pas encore vu beaucoup de films. As-tu vu Tree of Life? J'ai vu Tree of Life puis Days of Heaven.
OK. Je suis vraiment curieux d'aller voir. La main sling rouge. Ouais, ça, puis son autre, Le Nouveau Monde, là. Le Nouveau Monde, c'est son meilleur, selon moi. C'est un film qui m'intrigue beaucoup, là. Fait que ça j'ai très hâte. Faut que je les trouve pour les écouter. Son Criterion, je pense, pas mal tout. Ouais, ben en fait, c'est ça. Je pensais justement m'abonner bientôt là, au Criterion. Ouais. Channel. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je sais pas si t'es abonné, mais Non, tu les aurais sûrement toutes, là, de... Parce que, ouais, c'est ça. À un moment donné, à un moment donné, tu fais un peu le tour sur Netflix, là. Fait que... Ouais, ben, c'est ça. Hein? Diversifier ses offres, là. Fait que, ouais, je pensais m'abonner à ça prochainement, là, pour... Alright. l'autre film là, de ce genre-là, justement. Alright, ben, une belle proposition. Tu, Ben, tu regardes quoi pour le prochain pod? Peut-être que je vais regarder Jay and Silent Bob Strike Back. Ah, Que j'avais malade! trouvé hier. Ah ouais? Puis, ouais. Puis tu vas-tu essayer de trouver Reboot? Ben, C'est le 3e qui ont sorti comme récemment. Là. ça donne, mais je pense pas qu'ils vont l'avoir bientôt. Que... Il l'a peut-être sur Netflix, j'ai pas regardé. Je pense pas, mais peut-être. OK. Moi, je m'en vais au cinéma. Oh! Tu vas-tu voir Spiral? Non, pas en fin de semaine, mais bientôt. Ben, peut-être la semaine prochaine, peut-être avant notre prochain pod. Mais je vais aller voir A Quiet Place 2. Oui, c'est vrai. Ouais, nice. Part 2. Fait qu'on en jase. Puis pour le reste, je n'ai pas parlé de Rover, mais peut-être le prochain pod. Là. J'aime bien Rob Pat. Écoute, Robert Patterson. iLife. Patterson. iLife. Note pour la prochaine fois. Pattinson, pas Patterson. iLife. Ouais, iLife, hein, aussi. Écoute-les, là, écoute-les. Payé, ouais. Ouais. Ben, j'ai beaucoup de films en tête. Ça roule vraiment dans ma tête en ce moment. J'ai comme trop de films à regarder, là. J'ai acheté récemment Osmosis Jones en VHS. Fait que, on va peut-être regarder ça, là, pour... vu que c'est le déconfinement, on tue les bactéries. Ah ouais, en date d'aujourd'hui, hein, aujourd'hui, plus de couvre-feu, fait que... Exact. On va Mais pas t'as-tu déjà vu ça, Osmosis Jones? Quoi? T'as-tu déjà vu Osmosis Jones? Non. OK. Je pensais que t'avais dit Mr. and Mrs. Jones. Non. Osmosis Jones, c'est Bill Murray qui mange un vraiment dégueulasse qui est tombé dans la paille d'animaux. Okay. Puis là, il pogne comme un vilain rhume. Puis Osmosis Jones, c'est une cellule comme une cellule guerrier là, qui va comme qui est à l'intérieur de lui puis qui tue les bactéries, genre. Mais c'est comme c'est animé, là. Tu rentres dans Bill Murray, puis c'est comme toutes les cellules qui sont policiers, si tu veux, détectives, puis là, il prend une pilule, puis là, il y a comme un gros détective pilule. Ouais, vas-y, Ben. J'ai tapé aussi History of Violence. Oh! De Cronenberg? Ouais. C'était écœurant. On n'a pas déjà parlé au pod? Sûrement. Ça va être écœurant d'en jaser le prochain pod. Okay. Là, ça va couper, fait que faut arrêter. Ouais. Ben, hey, très bon pod. Merci de ta venue, Hent. On va te rappeler. Ouais, ça fait plaisir. Merci de votre invitation. C'était bien le fun. C'est rare, en plus, pendant la pandémie, qu'on peut jaser de cinéma. Fait que c'est bien le fun. Ben oui, je vois plus COVID, stick. Non, c'est ça. Mais en vrai, certains, on se dit la prochaine fois, alors. Ben oui, puis j'espère que d'ici là, tu vas avoir vu The New World. Ouais. Ça, je vais le mettre sur ta liste. Puis la promotion de Ben aussi, là. Ben, écoutez ça. Ben, tu veux vraiment que tu regardes You Were Really Ever Here. Exact. Ok, je vais couper. Joaquin Phoenix à Montréal.